Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence d'Isegoria. Veuillez nous excuser d'abord pour ce petit retard. Alors, bonsoir Monsieur Chagnal et avant tout, merci d'avoir accepté notre invitation et donc d'être présent ici ce soir. Nous avons également avec nous Monsieur Franck Vidal, notre directeur général, et Monsieur Jean-Luc Castro, professeur entre autres en éthique des affaires et management, qui se chargera d'animer la conférence. Merci messieurs d'être aussi avec nous ce soir. Je profite enfin de ce moment pour remercier tous les membres d'Isegoria, bien sûr, mais aussi les étudiants de l'initiative avec qui la conférence a été organisée. Alors, Monsieur Chagnal, vous êtes sociologue, maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine et secrétaire de rédaction de la revue du MOS. Ainsi, pour débuter, j'aimerais apporter quelques éléments sur ce qu'est cette revue. La revue du MOS est en fait un acronyme. MOS pour Mouvement anti-utilitariste en sciences sociales. Le ton est donné. Alors, c'est en 1981 que la revue voit le jour, fondée entre autres par Alain Caillé, pour aborder des sujets pluridisciplinaires, que ce soit en sciences économiques, en anthropologie, en sociologie ou même en philosophie. Alors, certains d'entre vous, cher public, n'auront pas manqué l'hommage rendu par un tel choix de nom au célèbre anthropologue Marcel Mauss, que d'aucuns considèrent comme le père de l'anthropologie française. Mais cet intellectuel ne s'arrête pas uniquement au patronyme, puisque certaines thématiques développées par Marcel Mauss sont largement reprises par la revue, jusqu'à parfois même en devenir presque des thèmes de prédilection. C'est le cas notamment de la thématique du don. En effet, en 1923, Marcel Mauss publie ce qui sera son ouvrage le plus connu, L'essai sur le don, forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques. Bien plus tard, des d'articles paraîtront à ce sujet dans la revue, et vous-même, Monsieur Chagnal, vous publiez en 2008 un essai intitulé La société vue du don. Alors par ailleurs, le don, c'est un thème qui nous est cher à Audencia, et dont Franck Vidal, notre directeur général, souhaite vous en dire quelques mots. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci beaucoup et très bonne soirée. Merci à chacune et chacun d'entre vous de participer à cette conférence. Je dois vous dire que je suis là pour la première fois pour une conférence Isegoria. C'est un grand plaisir que de prononcer quelques mots d'introduction. Un grand merci d'abord à Arnaud et à toute l'équipe d'Isegoria pour ce qu'il fait au profit de l'association et qu'il nous fait partager régulièrement dans le cadre de ces conférences. Merci au professeur Jean-Luc Castro d'avoir bien voulu accompagner notre invité, notre conférencier de ce soir, Philippe Chagnal, sur un thème, vous l'évoquiez à l'instant, qui effectivement me tient à cœur. Pourquoi ? Parce que le don, et ça a été évoqué remarquablement par vous-même, et ça l'est au travers de la revue que vous citiez à l'instant, le don, pour moi, fait éminemment partie de la vie. On associe régulièrement la vie que l'on reçoit à un don qui nous est fait, un don dont l'origine peut être parfois discuté, mais un don en tous les cas qu'il nous parvient et qu'il convient que nous fassions prospérer, c'est pour que nous développions. C'est pour ça que j'ai souvent l'image qui me revient, c'est que le don est quasiment comme un muscle et qu'il s'agit de le faire travailler pour qu'il puisse fonctionner, pour qu'il puisse être apprivoisé. Il y a également, lorsqu'on dirige une institution d'enseignement, une proximité très forte avec le don. Vous savez, dans cette alchimie étrange qui se produit entre le professeur qui enseigne et l'étudiant qui apprend, il y a de façon évidente une part de don, un don d'ailleurs qui n'est pas nécessairement réalisé dans le sens que l'on pourrait imaginer. En tout cas, le donné et le rendu assurément circulent de façon réciproque entre les deux, entre celui qui enseigne et celui qui apprend. Le don et le management est un autre sujet pour une école de management. Cette part d'anti-utilitarisme dans une thématique, une discipline, un champ de responsabilité, le management, qui, presque par définition, confine à l'ultra-utilitarisme, à l'efficience, à l'optimisation, à la maximisation. Comment introduire
cette part de gratuité. Comment, et j'irai plus loin, nécessairement, l'optimisation ne peut être obtenue, dans bien des cas, j'allais presque dire dans la quasi-totalité des cas, que parce que nous saurons introduire dans ces objectifs d'optimisation une nécessaire dimension de don, de gratuit, et donc de bienveillance, d'attention à l'autre, d'attente et d'écoute. Le don dans l'enseignement, le don dans l'enseignement du management, mais le don aussi pour l'enseignement, et c'est, je crois, quelque chose d'important que se développe en France un mouvement de donateurs qui souhaitent accompagner les écoles dans leur développement. Et ces donateurs, par définition, ils apportent une présence, ils apportent des soutiens, et des soutiens qui sont notamment financiers. C'est dans ce cadre-là que Audencia a créé, en 2009, la Fondation Audencia, dont le président Michel Michenko est assis au premier rang de cet amphithéâtre, et je le remercie vivement de sa présence parmi nous. Une fondation qui vise à accueillir, recueillir les soutiens de donateurs qui se reconnaissent dans un projet éducatif, un projet qui est particulier. Ce projet, c'est celui d'Audencia. Il ne m'appartient pas ce soir de le développer en détail, mais un projet qui, dans le monde du management, dans le monde des écoles de management, essaie de faire entendre sa musique particulière, ou un son, ou une couleur particulière de sa voix, une voix empreinte d'humanisme, d'humanité managériale, et nous ne craignons pas les oxymores, une voix empreinte de générosité, une voix empreinte de bienveillance, une voix qui s'ancre dans une culture forte. C'est tout cela, Audencia. En tout cas, c'est l'Audencia que je découvre et que j'apprécie lorsqu'elle exprime le meilleur d'elle-même. Cette fondation Audencia, elle a permis la création de chaires d'enseignement et de recherche. Elle permet l'octroi de bourses à des étudiants. Et puis, évolution récente, cette fondation Audencia, elle permet aussi aux étudiants, dans le cadre de ce que l'on appelle les classes gift, à des étudiants de se mobiliser. Et certains d'entre vous, sans doute, ont-ils participé au soutien de l'opération Brio, qui était citée à l'instant, donc permettant d'accompagner des jeunes lycéens de zones d'éducation prioritaire vers l'enseignement supérieur. C'est cela que Brio, et c'est cela qu'au travers de leurs dons à la Fondation Audencia, les étudiants d'Audencia permettent de développer et de déployer. Pour toutes ces raisons-là, il me semble important de m'accaparer quelque temps de cette conférence, mais en toute chose, l'excès est source de dévoiement. J'arrêterai donc mon propos là, en souhaitant à chacun une excellente soirée. Pour ma part, elle sera des plus attentives. Un grand merci à tous. Alors, merci beaucoup, Monsieur Vidal, pour votre intervention. Je laisse la parole maintenant à Monsieur Jean-Luc Castro pour introduire la thématique et présenter Monsieur Chanial. Merci, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme Arnaud a commencé de le préciser il y a un instant, Philippe Chanial, que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir, est maître de conférence en sociologie à l'Université Paris-Dauphine, un poste qu'il occupe depuis 2005. Il était auparavant maître de conférence à l'Université de Caen, une université qu'il rejoint en 1993 après avoir soutenu une thèse de doctorat en sciences politiques à l'Université Paris-Dauphine. Il assume actuellement plusieurs responsabilités au sein de cette dernière institution. Il y pilote un Master 2 intitulé « Dynamique sociologique des organisations et des institutions ». Il est aussi l'un des 2 directeurs adjoints de l'IRSO, l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales. Cette unité mixte de recherche du CNRS et de l'Université Paris-Dauphine touche 3 disciplines: la sociologie, la science politique et l'économie. Les travaux de cet institut sont centrés sur la sociologie des mondes économiques et l'analyse de l'action publique. Enfin, comme cela a été précisé, Philippe Chanial est également secrétaire de rédaction de la revue du MOS, le mouvement anti-utilitariste en sciences sociales. Ces domaines d'enseignement très variés touchent à la sociologie, à la philosophie et l'anthropologie. On peut notamment citer les thèmes de cours suivants: sociologie des organisations et des transformations sociales, sociologie du contemporain,
anthropologie économique, philosophie sociale, philosophie morale et théorie de la justice. Ces recherches couvrent également plusieurs sciences humaines telles que la sociologie, l'anthropologie, l'ethnologie, la philosophie, la préhistoire et la démographie. De ces très nombreux travaux, on retiendra, en relation plus particulière avec le thème de notre soirée, le don, les contributions suivantes. En 2008, aux éditions de la Découverte, La société vue du don, manuel de sociologie anti-utilitariste appliqué. En 2002, toujours à la Découverte, Justice, don et association, la délicatessence de la démocratie. Dans la revue du MOS, on relèvera notamment les articles suivants: L'instant fugitif où la société prend, le don, la partie et le tout en 2010, mais aussi Générosité, réciprocité, pouvoir et violence, esquisse d'une grammaire des relations humaines en clé de don en 2008. Comme je l'ai dit, j'ai choisi de citer plus particulièrement ces travaux car ils sont en relation directe avec le thème de la conférence de ce soir, dont l'intitulé est « Le sens du don ». Comme vous tous, je découvrirai dans un instant quel sens particulier le regard sociologique peut donner à un mot, le don, dont je constate d'abord qu'il fait partie de notre vocabulaire ordinaire. Que l'on songe au don de sang ou encore au don financier à des œuvres reconnues d'intérêt public ou à des associations ad hoc créées à l'occasion de drames humains comme, de triste mémoire, le tremblement de terre en Haïti. Ces exemples sont spontanément connotés par l'idée qu'ici, une sorte de désintéressement est à l'œuvre, une générosité qui ne semble rien attendre en retour. Pourquoi faut-il donc qu'un malin génie nous souffle tôt ou tard que, peut-être, derrière cette belle et noble apparence, se tient un obscur désir d'inconsciente gratification narcissique, ou, s'agissant des dons aux œuvres d'intérêt public, une banale et prévisible anticipation de réduction d'impôts qui ne laisse plus tout à fait indemne la pureté supposée du motif initial. On est ainsi brutalement ramené à un prosaïsme que d'aucuns qualifieraient de réalisme, capable de nous faire douter qu'il exista jamais quelque chose comme un don absolument désintéressé. Ce sont ces rapports ambigus entre intérêt et don, entre calcul et générosité, sur lesquels, me semble-t-il, Philippe Chagnal va lever pour nous, ce soir, un coin du voile. Mais de quel point de vue s'autorisera-t-il pour le faire ? Sera celui de l'anthropologue ou du philosophe ? Il semble, à le lire, que ces derniers n'aient pas besoin que l'on défende la fécondité scientifique ou spéculative du concept de don. En revanche, depuis l'essai inaugural de Marcel Mauss en 1925, il apparaît que ce sont les sociologues qui se sont montrés les plus réfractaires à son usage, eux qui tendent, comme le précise Philippe Chagnal dans son introduction de la Société du don, à ne déchiffrer l'énigme du lien social qu'en clé d'intérêt ou de pouvoir. Même un héritier aussi prestigieux que Père Bourdieu, que Philippe Chagnal qualifie de paradoxal, semble ne réintroduire la logique du don dans son analyse que pour mieux la rabattre en définitive sur les opérations inconscientes de la recherche d'un profit, malgré tout, fût-il symbolique, et concerna-t-il des biens fort éloignés en apparence de la marchandise, comme ceux du champ de l'art ou de la religion. Dans ces conditions, pouvons-nous, Philippe Chagnal, parvenir à une intelligibilité de la notion de don qui ne soit pas qu'un masque plus ou moins inconscient de l'intérêt, mais qui ne soit pas non plus seulement une sorte de contrepoint idéaliste et sentimental à la logique que vous-même décrivez comme apparemment dominante dans le monde d'aujourd'hui, celle du donnant-donnant. En somme, Philippe Chagnal, quel est selon vous le sens véritable du don ? Je vous remercie. Je dois donc répondre à ces questions-là. Je vais essayer de le faire en vous décevant quand même. Je ne vais pas vous livrer, vous dévoiler, c'est-à-dire employer ce terme-là, le sens du don ou l'essence du don ce soir, à supposer que cette essence du don d'ailleurs puisse exister. Non, je voudrais essayer de me demander avec vous si le don fait encore sens dans nos sociétés où, comme vous l'avez rappelé, on peut avoir le sentiment, à tort ou à travers, que voilà, tout ce qui excède, tout ce qui contredit la logique de l'intérêt, tout ce qui excède, tout ce qui contredit la logique du donnant-donnant, la logique du contrat, eh bien tout cela serait presque inaudible.
Monsieur Vidal a évoqué la petite musique, et moi je voudrais essayer de jouer devant vous, de rendre audible cette petite musique du don. Et c'est une sorte de parcours sans ésotérisme, un peu initiatique, parce que ce n'est pas un langage simple, d'une façon assez générale en sciences sociales, mais aussi dans notre vie la plus concrète. Nous avons plutôt tendance à mobiliser pour rendre compte des comportements d'autrui, du langage de l'intérêt, qui paraît expliquer toute chose ou bien des choses, ou alors du langage du pouvoir. Donc une première question qu'on pourrait se poser, toute simple, c'est de se demander, dans nos sociétés contemporaines, quelle part reste-t-il encore au gratuit? Quelle part reste-t-il au non-utilitaire? Quelle part reste-t-il au sans-prix? En se disant que c'est peut-être justement le sans-prix qui fait tout le prix de la vie. On pourrait partir d'une première idée, et là je vais avancer sur des propos introductifs très généraux, vous le verrez. Je crois tout d'abord qu'on aurait tort de considérer que notre monde serait devenu un monde totalement étranger, totalement sourd au don. Un monde dans lequel tout serait réduit au calcul, à la comptabilité, au paiement au comptant, pour parler comme Marx, ou encore pour parler comme Marx, nous ne sommes pas noyés dans ce qu'il nommait les eaux glacées du calcul égoïste. Ou pour parler comme Marcel Mauss, nous ne sommes pas seulement, c'était sa formule dans le fameux essai sur le don, des machines à calculer. Bien sûr, c'est l'évidence dans nos relations les plus quotidiennes, dans les relations au sein d'une famille, avec ses parents, avec ses enfants, dans les relations amicales, dans les relations amoureuses, dans les relations de voisinage. Vous pouvez très facilement comprendre que dans ce type de relation, par exemple une relation de couple, quand ça calcule trop dans un couple, c'est plutôt mauvais signe. Ça veut dire qu'on va bientôt appeler celui qui va opérer le règlement de compte, c'est-à-dire l'avocat. Donc, il y a une évidence du don, des relations de don, dans nos relations les plus affinitaires, mais il faut aller au-delà. Le don n'est pas simplement cantonné dans ces relations entre proches. Comment pourrait-on penser l'esprit associatif, l'engagement associatif, la création artistique, l'enthousiasme religieux, voire, ayant en tête la récente polémique sur le RSA, les politiques de solidarité qui constituent le socle de nos démocraties contemporaines? Je crois qu'à l'évidence, il faudrait savoir dans quelle mesure, j'y reviendrai, mais je crois qu'à l'évidence, l'esprit du don y souffle. Et pour cela, on pourrait faire cette expérience d'imagination, essayer d'imaginer un monde sans don. Un monde sans don, il ressemblerait à quoi? Il serait un monde proprement inhumain. Il serait soit un gigantesque marché, où tout s'achète et tout se vend, où la seule valeur est la valeur vénale, et la valeur des personnes serait alignée sur la valeur des biens, ou alors ce serait une bureaucratie totalitaire, une sorte de monstre qui briderait justement ces deux aspects-là. Donc voilà, le don existe encore. Ce n'est pas une affaire de sauvage, de traditionnel, et j'y reviendrai, ce n'est pas simplement une affaire de bons sentiments. À tel point, comme M. Vidal l'a rappelé, que dans le monde du travail, dans les mondes économiques, eh bien, le don n'est pas absent. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est une fondation, principalement d'entreprises, avec ses mécènes au sein de la Fondation de France, etc., dans lequel, effectivement, l'activité qui est la nôtre, elle n'est pas financée par un impôt obligatoire, elle est faite par un don volontaire, libre, n'était pas contraint. Et par ailleurs, la rentabilité de cet investissement, je ne dis pas ça pour inquiéter les mécènes, le retour sur investissement, bien sûr qu'il est incertain, bien sûr qu'il n'est pas immédiat, bien sûr qu'il engage du temps, un temps long. On n'est pas dans l'immédiateté du contrat, du donnant-donnant ou du profit. Donc première chose, essayons de nous dire, oui, le don, il est là parmi nous, on en a cette intuition assez immédiate, et en même temps, il est parfois là où on ne saurait croire qu'il puisse être. Et j'y reviendrai en vous donnant quelques exemples, justement, dans les mondes économiques et dans le monde du travail. Je voudrais faire une deuxième remarque. Si le don existe toujours, pourrait-on dire, je crois qu'il faut essayer de le définir d'une façon à non pas à échapper, mais en tous les cas à corriger une vision un peu déformée que nous pouvons en avoir après, et ce n'est pas rien, 2000 ans de christianisme. Ce n'est pas un point de vue polémique, mais il me semble que nous sommes un peu prisonniers d'une interprétation du don sur le modèle, pour le dire très vite, de la grâce divine, c'est-à-dire d'un don unilatéral, d'un don qui va dans un seul sens, d'un don qui serait débarrassé de toute perspective de retour. Et s'il y a l'idée d'un retour, ça veut dire que ce n'est pas un don, c'est un mauvais don. Ça veut dire que derrière tout ça, il y a peut-être de l'intérêt, il y a peut-être du calcul, etc., etc. Donc,
nous avons tendance parfois, et vous l'avez évoqué, à avoir une conception sublime du don, une conception hyperbolique du don, d'un don qui n'est plus humain. Et vous verrez que la conception du don qui est la mienne, c'est une conception beaucoup plus modeste du don. Ce n'est pas un don sublime, c'est un don qui est là, dans nos relations les plus quotidiennes. Alors je ne vais pas partir dans un exposé théologique, et on pourrait même dire, d'un point de vue chrétien, mais également au regard des traditions juives, par exemple, que cette idée d'un don sans retour, il n'est absolument pas évident dans la tradition chrétienne. Dieu peut donner pour que l'homme puisse donner à son tour. Le don de Dieu, c'est celui qui initie aussi le don d'amour des hommes les uns pour les autres. Je ne développe pas ce point-là, je voudrais simplement vous raconter une première histoire, et après je vais vous raconter une deuxième histoire. Cette première histoire, elle va nous permettre de dégager le don, pour le dire vite, de la charité. Le don, ce n'est pas la charité, le don, ce n'est même pas la bienfaisance. Et pour essayer de prouver cela, ou en tous les cas d'étayer cela, l'histoire que je voudrais vous raconter très très vite, c'est l'histoire de la création d'une fondation elle-même, c'est la fondation Emmaüs. Donc je prends un exemple aussi religieux pour essayer de vous faire comprendre ce point-là. On considère souvent que Emmaüs a été créé dans ce terrible hiver 1954, peut-être le savez-vous, à la suite du fameux appel de l'abbé Pierre. Mais si on s'en tient au récit de l'abbé Pierre lui-même dans ses mémoires, l'abbé Pierre nous raconte que Emmaüs en fait a été fondée en 1949. Et elle a été fondée à quel moment? Emmaüs a été fondée dans le contexte d'une rencontre. En 1949, l'abbé Pierre rencontre un ancien bagnard, parricide, qui vient de sortir de prison, qui venait de faire une tentative de suicide. Il est désespéré. Il vient voir l'abbé Pierre pour lui demander de l'aide. Et voilà comment l'abbé Pierre raconte cette rencontre. Voilà ce qu'il nous dit. Je le cite. « Sans réflexion, sans calcul, j'ai fait pour ainsi dire le contraire de la bienfaisance. Au lieu de dire « tu es malheureux, je vais te donner un logement, du travail, de l'argent », je lui ai dit « je n'ai que des dettes. Mais puisque tu veux mourir, puisque tu n'as rien qui t'embarrasse, est-ce que tu ne voudrais pas me donner ton aide pour aider les autres ?» Et l'abbé Pierre rajoute, évidemment, parce que c'est un miracle. Et je vis alors son visage s'illuminer. Et c'est ainsi que ce bagnard est devenu, quelques années plus tard, le cofondateur, effectivement, en 1954, d'Emmaüs. Et l'abbé Pierre, dans ses mémoires, rapporte également les derniers mots de son ami sur son lit de mort, dans l'expression qui était celle de son ami. Et il lui aurait dit « N'importe quoi vous m'auriez donné, j'aurais recommencé à me tuer, parce que ce qui me manquait, ce n'était pas seulement de quoi vivre, mais des raisons de vivre. » Pourquoi je prends cet exemple? Cet exemple, il est très paradoxal d'un certain point de vue, car pour donner à celui qui demandait quelque chose, de l'argent, du travail, un logement, etc., eh bien, qu'est-ce qu'a fait l'abbé Pierre? Il a fait le contraire de la bienfaisance. Il a refusé de donner. Mais en fait, non, il n'a pas refusé de donner. Non, il a donné le plus grand des présents. Et ce plus grand des présents, c'est quoi? C'est la reconnaissance. Et par cette reconnaissance, qu'est-ce qu'il a suscité? Peut-être le plus grand des bienfaits, le désir de donner, qui lui a donné ensuite, effectivement, sens à sa vie défaite. Pourquoi j'ai évoqué ce premier exemple-là? Je l'ai évoqué parce qu'on voit bien que le don, c'est avant tout quoi? Le don, c'est avant tout un don de reconnaissance. On ne donne pas simplement pour que l'autre reçoive, pour satisfaire un besoin. On ne donne pas simplement pour que l'autre rende, pour qu'on soit quitte. Ça, c'est le modèle du contrat. C'est le modèle du donnant-donnant. Non. Ce qui est au cœur de la dynamique du don, on pourrait l'exprimer sous cette formule-là, il s'agit de donner pour que l'autre donne. Donner pour que l'autre donne. Donner pour rentrer non seulement dans la petite musique du don, mais dans la danse du don, dans le cycle du don. Il faut vraiment penser le don sous l'image d'une circulation, sous l'image d'un cercle. Vous connaissez peut-être l'allégorie des trois grâces. Ces trois jeunes filles, très jolies, se donnent la main, dansent, et chacune représente, dans toute cette tradition picturale bien ancienne, à partir de la Renaissance et avant, dès l'Antiquité, les trois moments du don. Donner, recevoir, rendre. Mais tout cela constitue un cercle. C'est-à-dire, l'échange de dons, c'est quelque chose qui ne s'interrompt pas. Il ne s'agit pas de rendre pour terminer l'échange, il s'agit de donner à son tour
pour justement nourrir la relation, jouer, danser ensemble. Dans l'image des trois grâces également, avec une connotation aussi de toute beauté, qui peut être amoureuse ou même érotique, il y a cette idée d'un entrelacement, d'un lien qui se tisse et qui permet d'unir ensemble justement ces trois figures. En ce sens-là, le don, et je développerai ce premier point dans un instant, c'est plus que le don. Le don, il désigne en quelque sorte un art proprement humain de se lier. Je pense qu'il faut penser le don de ce point de vue-là avant tout comme une forme de relation humaine. Et peut-être la forme la plus fondamentale de relation humaine. On pourrait le dire comme ça sans le développer. Nous sommes tous des enfants du don. La personne que nous sommes, depuis notre enfance, au regard des relations que nous avons nourries avec nos parents, notre famille, nous avons été forgés, façonnés justement par le don. Donc il faut vraiment le prendre au sérieux de ce point de vue-là. Et l'abbé Pierre peut nous aider, peut-être déjà, à en donner une première définition toute simple. Comment on pourrait définir le don ? Eh bien, on pourrait définir le don comme toute prestation qui est effectuée sans certitude de retour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de retour, mais il n'y a pas de certitude de retour. Toute prestation effectuée sans certitude de retour est effectuée en vue de créer du lien social. Je crois que ce qui est fondamental dans le don, dans ce muscle du don que vous évoquiez, c'est qu'il soit capable justement de tisser du lien. C'est une façon de tisser du lien. C'est un registre du lien social qui, de ce point de vue-là, est tout à fait différent des deux registres que M. Castro avait rappelés, le registre de l'intérêt ou alors le registre du pouvoir. Il y a une sorte d'autonomie tout à fait spécifique à la relation de don. Et on pourrait même peut-être tenter une autre approche, une autre définition qui permettrait de bien distinguer le don de l'échange, au sens de l'échange marchand, en disant que le don désigne toute prestation dans laquelle le lien prime sur le bien. Je reviendrai sur cette idée-là, elle est fondamentale. Une relation dans laquelle le lien prime sur le bien, c'est-à-dire que le bien, il symbolise le lien. Et pensez à une expérience toute simple, des cadeaux. On n'offre pas les mêmes cadeaux à son amoureux, son amoureuse, à son fils, sa fille, à ses parents, à un inconnu. C'est-à-dire dans le don lui-même, dans l'objet tel qu'il est donné, dans le bien donné. Ce qui est symbolisé, c'est justement la qualité de la relation que l'on va entretenir avec l'autre. Donc le lien n'est pas au service du bien, ça c'est le propre des relations marchandes, en quelque sorte, qui visent, comme vous l'avez rappelé, à pouvoir effectuer le profit maximum dans le cadre d'une relation, mais ce qui est valorisé, c'est bien le bien matériel lui-même. Non, à l'inverse, ici, c'est le lien qui va primer sur le bien. Le bien est un moyen de signifier, de manifester justement le lien. Je voudrais, et je suis encore dans une introduction, faire une autre remarque. Je crois que lorsqu'on traite du don, il faut éviter tout discours trop irénique. C'était la fin du propos qui était le vôtre. Éviter tout discours trop angélique et rappeler que le don, c'est peut-être la meilleure des choses, mais le don peut être également la pire des choses. Le don, c'est, comme on l'a vu à l'instant, ce qui symbolise la reconnaissance, ce qui symbolise la confiance, ce par quoi se manifeste la sollicitude, la générosité, la solidarité, voire même la grâce. Mais en même temps, le don peut être source de domination. Quel est le meilleur moyen de dominer une autre personne ? C'est de lui accorder de tels dons que ces dons-là, il ne pourra jamais les rendre. Vous pouvez être écrasé par un don. Et on peut justement donner pour écraser. Donner pour être le seul donateur face à une personne qui devient un pur receveur. Cela se traduit d'ailleurs d'un point de vue linguistique. Comme Mauss l'avait repéré, dans des langues germaniques anciennes, le même terme, gift, signifie à la fois le don et le poison. Et vous connaissez cette expression, et pas simplement l'expression, du don empoisonné. Cette ambivalence, on la retrouve également en grec, mais maintenant aussi en français, dosis, dose. Dosis, c'est à la fois la dose et le poison. C'est le remède,
ce qui guérit, ce qui soigne, mais également le poison, ce qui tue. Et pour clarifier un petit peu cette première idée, vous voyez bien toutes les ambivalences. Hein. Pour effectuer un don, l'abbé Pierre a fait le contraire du don, en quelque sorte, et en même temps il a fait le plus grand des dons. Eh bien ici, autre renversement, hein, le don peut être non pas source de vie, comme il l'a été pour ce bagnard, mais il peut être aussi, ou éventuellement, source de mort. Je vous raconte là une autre histoire. Une histoire qui a trait à une greffe d'organes. C'est l'histoire, un peu longue, de Jacques X, pour garder son nom anonyme, et c'est une histoire que je raconte à partir d'un document télévisé. C'est l'histoire donc de Jacques. Jacques souffre depuis sa naissance d'une insuffisance rénale assez grave, et il est greffé en urgence à l'âge de 17 ans. On essaye d'éviter le mécanisme de rejet, donc on fait une enquête auprès de la famille pour essayer de savoir quelle serait la greffe la plus efficace et la moins dangereuse. Et à l'issue des examens, c'est le père qui se révèle être le meilleur donateur potentiel. La greffe se déroule sans aucune complication. Tout va bien. À l'âge adulte, que fait Jacques? Jacques qui a reçu le don de son père, le don de son géniteur. On pourrait dire double don de vie. Le premier don, le don d'engendrement, si vous voulez, le don de sperme, hein, et deuxième don, il l'a sauvé par son rein. Et que fait Jacques à l'âge adulte? Il se marie, et il s'installe, il décide de s'installer juste à côté de ses parents. Ou plutôt, il achète un pavillon de banlieue qu'il partage en deux. Vous savez ce que c'est, les reins? À deux. Hein, qu'il partage un peu comme les organes paternels. On pourrait dire qu'à la scission des reins correspond, comme contre-don symbolique, la division de la résidence. Lui et sa femme, et à côté, justement, son père. Et cette cohabitation, étrange, c'est quand même un grand garçon, il s'est marié, il aurait pu s'émanciper de ses parents, pas du tout. Cette cohabitation, Jacques l'évoque en ces termes-là. Il dit « Pour moi, effectivement, c'était continuer le côté familial. » Vous voyez comment le symbolique est lourd, hein, le côté dans les deux reins. Comme si la loge lombaire valait bien un logement. En ce sens-là, il y a bien un sentiment de dette terrible. Hein, comment s'acquitter de cette dette de vie? Comme si le côté paternel qui lui avait été offert, l'un de ses reins, eh bien, lui imposait une coexistence définitive avec ses parents. Comme si le partage du vital l'obligeait à partager sa vie, et donc à aliéner sa vie à ses parents. L'histoire n'est pas terminée. 28 ans après, Jacques est à nouveau frappé par le sort, il est atteint d'un cancer du foie. Hépatite C, dégénérative, tumeur. Il faut une deuxième greffe. Répétition du destin. Le chirurgien fait un prélèvement intrafamilial et les examens désignent qui comme le meilleur donateur? Le père. Le père apparaît comme étant le meilleur recours envisageable. Et le père se porte d'ailleurs volontaire, justement pour une deuxième greffe, qui est très lourde. Et à cet instant de l'histoire, le fils a cette remarque: je pense que c'est plus que l'amour paternel, c'est la volonté de redonner la vie une deuxième fois, et j'ai envie de dire une troisième fois, de redonner la vie à son enfant. Comme si le père, c'est ça que je veux mettre en scène, une forme un peu perverse ici de domination, le père se pense comme l'instrument du destin de son fils, qui le pousse à devenir un triple créateur, comme si son enfant il avait enfanté 3 fois. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans la mesure où la première greffe avait parfaitement fonctionné, on opère de la même façon. On octroie la même dose de produits anti-rejet, dosis, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le père, à l'issue de l'opération, est en pleine forme, il retrouve force et vitalité. Par contre, pour me permettre ce bon mot, le rejeton émet un rejet. Il est là d'une façon étonnante, surprenante, entre la vie et la mort, comme s'il souffrait d'un empoisonnement. Peut-être d'un empoisonnement d'origine symbolique, peut-être un empoisonnement, et je vous laisse réfléchir à cela, il y a une dette de vie insurmontable. Car sa première dette de vie, en tous les cas celle de la première greffe, il s'en est acquitté, comme je vous l'ai dit, en installant ses parents près de lui. Mais est-ce qu'il est encore possible d'acquitter une deuxième fois de cette dette-là?
qu'est-ce qui va se passer? Comment Jacques va s'en sortir? Ce n'est pas une histoire tout à fait malheureuse, Jacques va s'en sortir. Une nouvelle greffe est nécessaire. Et qui va lui offrir cette seconde greffe? Un patient en état de mort cérébrale. C'est le don d'un inconnu, non plus le don d'un proche de son père, qui s'avère salvateur, mais c'est le don d'un inconnu. Et un mois après, happy end, notre patient est complètement rétabli. Quel est le sens de cet exemple? Je crois qu'il montre aussi la violence du don et ce lien complexe du don avec la vie et avec la mort. On pourrait dire que le don de naissance, M. Vidal l'a évoqué, le don de vie, il est acceptable au sens où théoriquement, même si ce n'est pas si simple, il ne produit pas de dette pathogène. C'est-à-dire que ce que l'on a reçu de ses parents, on pourra le transmettre ensuite à ses enfants. Et par là, on pourra donner des petits-enfants. C'est le cycle intergénérationnel, transgénérationnel. C'est la circulation transgénérationnelle qui permet de ne pas se sentir endetté de ce point de vue-là. Mais ici, le deuxième don de vie, on a vu, il a aliéné le fils à ses parents. Quant au troisième don de vie, de foi, il ne pouvait pas être accepté. Et c'est, étrangement, c'est un peu sinistre, je m'en excuse, le don d'un mort qui s'avère en définitive plus envisageable que, on pourrait dire, ce surplus paternel qui est la figure même du don empoisonné. Voilà le deuxième exemple que je voulais vous donner pour vous montrer que le don, c'est compliqué. Le don, c'est la meilleure et la pire des choses. Comment essayer d'avancer maintenant? On va essayer d'avancer de la façon suivante. Je voudrais essayer de vous montrer rapidement, dans un premier temps, dans quelle mesure, je l'ai évoqué tout à l'heure, le don, justement, je vous l'ai dit, c'est plus que le don. Le don, il désigne, je vais les suggérer, un art de se lier, proprement humain. Et je voudrais à partir de cela, tout simplement, approfondir la grande leçon de Marcel Mauss. La grande leçon de Marcel Mauss, c'est que le don, c'est le roc, c'est le terme qu'il emploie, c'est le roc sur lequel sont bâties les sociétés humaines. J'essaierai de le montrer en réfléchissant sur qu'est-ce que c'est que la sociabilité humaine, quelle est l'exigence de reconnaissance au cœur, justement, de la sociabilité humaine. Ensuite, je prolongerai cette réflexion en vous montrant en quoi le don, c'est un sacré poil à gratter dans la mesure où il nous invite à dépasser tout un ensemble d'oppositions dont nous sommes prisonniers. On a l'habitude d'opposer l'égoïsme et l'altruisme, l'intérêt et le désintéressement. On a l'habitude d'opposer la liberté et l'obligation. Eh bien, raisonner en termes de don, entendre cette petite musique du don, ça suppose de faire bouger toutes ces catégories, de pouvoir penser ensemble l'intérêt et le désintéressement, la liberté et l'obligation. Et une fois que j'aurai fait ça, j'essaierai de reprendre quelques exemples, notamment dans le monde du travail ou dans les mondes économiques, pour vous montrer à quel point le don y joue un rôle absolument fondamental. Commençons sur ce premier point. En préparant cette conférence, j'ai immédiatement songé à un passage de ma Bible, laissé sur le don de Marcel Mauss, dans lequel il reprend les travaux d'un anthropologue, Maurice Linhart, qui était un spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. Et dans ce passage-là, Mauss reprend sa description d'une grande fête rituelle chez les Kanaks, la fête du pilou-pilou. Ce n'est pas le chant des supporters du club de rugby de Toulon, c'est une grande fête rituelle qui se déroulait en général la nuit, qui réunissait toutes les familles, tous les clans, avec de la musique, avec des danses, le fameux pilou, et surtout de multiples échanges. C'était l'occasion de naissances, de fêter des naissances, des mariages, des funérailles. C'était des moments de réconciliation après des meurtres, des conflits, des cycles de vengeance, etc., etc. Cette fête du pilou-pilou, c'est avant tout un moment intense de dons de toutes sortes, car il y a bien cela en tête. On ne donne pas simplement des objets, on donne aussi des paroles. Et justement, cette fête du pilou-pilou, elle est passionnante parce que s'y échangent tout aussi bien des objets, des tissus, des ignames, du tabac, des monnaies traditionnelles, des coquillages, mais également des paroles. Et les objets et les paroles sont mêlés, car paroles et objets symbolisent les liens passés entre ces familles, symbolisent en même temps leurs liens présents et réactualisent en quelque sorte l'alliance. Réactualisent l'alliance, on pourrait dire les contrats, en un sens autre que les contrats économiques, qui lient justement ces différents groupes.
Recevez ces ignames, ils sont notre parole. Pourquoi j'évoque cela? Pour vous dire que ces objets, comme ces paroles, sont là pour symboliser le lien. C'est-à-dire que voilà, les sociétés traditionnelles avaient cette intuition très très forte que nous avons un peu perdue, c'est que le lien social, il est très fragile. Il faut sans cesse le réactualiser. Et pour le réactualiser, il faut le symboliser. Et là, d'une façon rituelle, on va symboliser ce lien à travers ces échanges. C'est vraiment le moment culminant des sociétés Kanaks. Et les Kanaks les décrivent en ces termes que rapporte Maurice Linhart, et j'aime beaucoup cette image-là, cette métaphore. Les Kanaks disent « Nos fêtes sont le mouvement de l'aiguille qui sert à lier les parties de la toiture de paille pour en faire un seul toit, une seule parole. » J'aime beaucoup cette métaphore couturière. Il y a un art de se lier qui passe justement par le don. Dans ce cadre-là, on pourrait dire que le don, c'est ce qui tisse, ce qui noue entre les hommes. Pour le dire dans les termes kanaks, un lien d'âme. C'est ce qui institue, ce qui symbolise un nous, qui fait exister justement ce groupe. C'est ce qui rend possible, ce sont également des termes kanaks, la construction d'une maison commune, d'une maison bien couverte, rappelez-vous le toit, d'une maison bien lacée, une maison sous le toit duquel toutes les familles, tous les clans, mais aussi les vivants et les morts, pas les oublier les morts, les hommes, les femmes, les enfants, toutes les générations, mais aussi les dieux, les esprits, peuvent justement s'abriter et vivre ensemble. Et donc le don, comprenez-le bien, c'est aussi le sens de cet exemple, le don, ce n'est pas simplement un geste, le geste de donner. Ce qui est intéressant ici, c'est le va-et-vient du don, comme le va-et-vient de l'aiguille. Le don, c'est ce qui nous permet de nous enlacer les uns aux autres, de nous entrelacer les uns aux autres par des fils invisibles. Ces fils invisibles de l'alliance, de la reconnaissance, et on y reviendra, de la confiance. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas y avoir de monde commun entre nous, qui ne tienne justement sans ce travail d'attachement, sans ce travail d'entrelacement, que justement les sociétés traditionnelles savent si bien manifester, savent si bien ritualiser. Et d'ailleurs, moi, c'est une autre formule pour décrire ces grandes fêtes, ces moments de don. Cette formule, c'est une formule auquel j'ai consacré un article que Jean-Luc Castro a bien voulu citer. Cette formule, c'est l'instant fugitif où la société prend. Je trouve que c'est une très très belle formule. C'est-à-dire que tout se passe comme s'il s'agissait de moments privilégiés où se nouait devant nous le lien social, le rapport social. Comme si le social, c'est quoi le social? On ne sait pas trop. Comme si le social s'offrait à nous, se donnait à voir en pleine lumière, comme s'il s'agissait d'une épiphanie du social, son sens étymologique, une manifestation de lumière, comme s'il y avait là, dans ces échanges de dons, de purs moments de société. Ce que je veux vous dire, c'est que ces purs moments de société, ils ne sont pas le propre des sociétés traditionnelles, de eux là-bas, avant. Ces purs moments de société, ces instants fugitifs où la société prend, nous en faisons tous l'expérience. Pensez à une soirée réussie entre amis, où les bons mots ont fusé. Pensez à un cours, à une conférence, où un lien un peu étrange, mais puissant, va se nouer entre de parfaits inconnus, où on a le sentiment qu'il s'est passé quelque chose, ou que quelque chose est passé entre nous. On peut donner d'autres exemples, des exemples militants, une grève, une manifestation, la communion lors d'une messe, etc., etc. On a cette expérience de moments où, on pourrait dire, où ça prend. Ça prend un peu comme une mayonnaise, ça prend un peu comme une île flottante. Et donc cette expérience, c'est une expérience tout à fait commune. Et qu'est-ce qu'elle montre? Vous allez vous demander où je vais en venir. C'est qu'il faut reconnaître que nous éprouvons un bonheur, nous éprouvons un plaisir à nous lier aux autres. Nous éprouvons un bonheur à la sociabilité pour elle-même. Pourquoi j'évoque ce point-là? Cette idée qu'il y a une sorte de bonheur social. Cette idée que nous sommes capables de valoriser le lien social pour lui-même. Ça permet de rompre avec une idée quand même très courante, selon laquelle nos relations sociales, les relations que nous nouons les uns avec les autres, auraient leur fin en dehors de ces relations. C'est-à-dire qu'elles ne seraient que des moyens qui nous permettraient d'atteindre nos objectifs égoïstes, etc., personnels. Que les autres seraient tantôt des instruments au service de nos fins égoïstes, tantôt des obstacles.
Au contraire, il me semble que lorsqu'on raisonne avec cette petite musique du don, eh bien, on ne peut pas considérer que la société serait, et je reprends cette formule à un philosophe, une entreprise de coopération en vue de l'avantage mutuel. Raisonner dans les termes que je vous propose, c'est justement renverser ce raisonnement-là. Car pour que chacun puisse éventuellement tirer un quelconque avantage de la vie sociale, il faut que la vie sociale existe. Il faut que cette vie commune existe. Il faut que des liens soient déjà noués. Pour le dire autrement, si on essaye de rechercher un peu le roc de notre vie commune, de notre vie sociale, on ne peut pas la trouver simplement dans la rencontre des intérêts, dans l'entrecroisement des calculs d'intérêts. Non, des relations strictement instrumentales, où l'autre est un moyen pour moi, elles ne font pas société. Ça veut dire, et Mauss a mis beaucoup l'accent là-dessus, la société n'est pas un marché. Et lorsqu'on veut réfléchir par exemple à un contrat, il suppose quoi? Il suppose déjà une vie commune, il suppose déjà une confiance. S'il n'y a pas confiance, ce n'est pas simplement dans des normes, pas simplement dans des règles. On peut se dire, ah oui, il y a des contrats, il y a des règles, tout est bon. Non, il faut encore avoir confiance dans le fait que les partenaires de votre contrat vont respecter ces règles-là. Donc, pas de contrat, pas d'échange économique, marchant sans confiance, sans reconnaissance mutuelle. Sinon, on bascule dans une sorte d'état de nature. Sinon, on bascule justement dans la défiance, pas simplement la méfiance, la défiance. J'en arrive à mon deuxième point. Si on raisonne dans ces termes-là, on peut aller plus loin encore dans le renversement de perspective auquel je vous invite. On a cette fâcheuse tendance à considérer que tout bien étudié, qu'est-ce qui constitue l'appât principal de l'homme? Eh bien, ce qui définit l'homme en premier, nous dit-on souvent, c'est l'appât du gain. Et nous avons, surtout dans nos sociétés contemporaines, une tendance à naturaliser, à généraliser ce modèle de l'homo economicus. Vous en rappeliez les principes de maximisation, d'optimisation, etc. Si on chausse les lunettes du don, c'est une expérience de pensée. Si on chausse les lunettes de don, on peut tenter l'hypothèse contraire. C'est-à-dire que l'impulsion première qui est la nôtre, ce n'est pas la quête du gain, ce n'est pas l'appât du gain, c'est l'appât du don. On peut tenter de partir de cette idée-là. Ça ne veut pas dire que les autres motivations n'existent pas, mais la motivation première, celle qui permet de faire lien, celle qui permet d'exister comme sujet face aux autres, c'est peut-être, et avant toute chose, cette impulsion à donner, cet appât du don. Peut-être que nous sommes, avant d'être des homo economicus, ce que l'on pourrait appeler en mauvais latin des homo donators. Bien sûr, suggérer cette hypothèse, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation sociale fondée sur l'intérêt, qu'il n'y a pas de relation sociale fondée sur le pouvoir ou sur des motivations utilitaires, etc. etc. Non, c'est affirmer, comprenez bien cette idée, que d'un point de vue anthropologique, la constitution de l'être soi, être la personne que vous êtes, comme la constitution de l'être ensemble, le je comme le nous, eh bien, cela ne repose pas, en premier lieu, sur la satisfaction d'intérêts d'avoir, d'intérêts matériels, d'intérêts de possession. On peut expliquer les choses en ce sens-là, et j'en donne un exemple. Avant même de pouvoir satisfaire quelque intérêt matériel que ce soit, avant de pouvoir s'approprier des choses, il faut d'abord que les sujets humains existent. Il faut d'abord que les sujets humains se constituent, s'identifient, se reconnaissent comme tels. Et comment les hommes se reconnaissent-ils comme tels? Par le don. J'en donne un exemple qui peut apparaître presque mythologique. Pourtant, c'est quelque chose de très commun chez les anthropologues. Je reprends ici un témoignage livré par l'anthropologue Andrew Strathern dans un village de Nouvelle-Guinée. Et il reprend les propos de l'un de ses informateurs qui a vu arriver pour la première fois les premiers blancs. Les premiers blancs arrivent et s'approchent du village. Ces blancs représentaient l'administration australienne. Et donc, cet informateur, indigène, entre guillemets, la question qui se posait, c'est, voilà, ces êtres étranges, là, venus les visiter, qui sont-ils? Sont-ils des hommes? Sont-ils des monstres? En plus, ils sont blancs, donc il y a toute une dimension importante dans les sociétés néo-guinéennes sur
Le blanc, c'est le symbole de la mort, etc., etc. C'est des vivants, c'est des morts, c'est des monstres, c'est des hommes, c'est des cannibales, etc., etc. Les légendes parlent comme ça d'êtres blancs qui risqueraient de les menacer. Bien, à qui on a affaire? Et pour savoir à qui on a affaire, que vont faire les membres de ce village? Ils vont faire un don. Ils vont présenter devant ces personnes étranges qui les angoissent un peu des coquillages précieux. En contrepartie, et manifestement les administrateurs coloniaux étaient bien informés, ils leur offrent en retour des cochons. Et c'est alors, par ce test d'humanité, et c'est les termes même, je n'ai pas repris la citation exacte de cet informateur, hein, c'est par ce test d'humanité, par le fait d'avoir joué en quelque sorte le jeu du don, que l'on va en déduire, qu'ils vont en déduire, alors que ce n'était pas gagné du tout, qu'il s'agit bien, qu'on a bien affaire ici à des hommes véritables, à des hommes comme eux. Donc il y a un test d'humanité, un test de reconnaissance qui passe par le don. C'est une histoire assez exemplaire. Je ne vais pas non plus la développer davantage que cela. C'est une très belle histoire. Elle est courante. On peut en retrouver de multiples exemples. Lorsque deux tribus inconnues se rencontrent dans les sociétés traditionnelles, soit on se fait la guerre, on se tue jusqu'au dernier, soit au contraire on se fait un don. Et par le don, on marque justement une alliance. Et marquer une alliance, ça veut dire marquer une alliance avec, sinon des égaux, du moins des semblables. Donner, c'est bien reconnaître l'autre. Et l'exemplaire, cette histoire, parce qu'elle montre combien le don est facteur non seulement de socialisation, ça permet de tisser un lien, mais également il est un facteur d'humanisation. On ne trouve pas d'équivalent à cette pratique dans les sociétés animales. On ne trouve pas d'équivalent dans les sociétés animales à cette nécessité de symboliser la relation, de symboliser la reconnaissance de l'autre par un objet donné, qui est un gage en définitive, un gage de bonne foi qu'on offre comme une sorte de substitut, substitut de soi-même à celui avec lequel on veut entrer en relation. La logique du présent, c'est celle-là. Faire un don, c'est présenter, c'est céder à autrui quelque chose de soi. Vous voyez, lorsque vous faites un cadeau, ce n'est pas simplement un objet quelconque, il est personnalisé. Lorsqu'on donne quelque chose, on donne une part de soi. On est présent symboliquement dans le cadeau, tel qu'il est donné. Et donc on le voit dans ce cadre-là, et je développe ce point juste comme dans ce sens-là, le présent lui-même, dans sa matérialité, il importe très peu. Le présent lui-même, l'objet lui-même, il est un objet médiateur. Il est un objet très très bavard. Qu'est-ce qu'il dit, cet objet-là? Il dit d'abord, je te reconnais, comme un être humain, comme un semblable. Ensuite, cet objet, il dit, je t'accepte comme partenaire possible, partenaire d'échange. Et enfin, quand les relations sont établies, il dit, je veux rester lié avec toi dans l'avenir. Le don, il engage justement du temps. C'est en ce sens-là que le geste du don, il participe du symbolique. Et vous connaissez peut-être l'étymologie du terme symbolique. Symbolon, ça veut dire ce qui est mis ensemble. Et le symbolique s'oppose au diabolique. Le diabolique, c'est ce qui divise. Alors que le symbolique, c'est ce qui unit. Et dans l'Antiquité, en Grèce, à Rome, par exemple, pour symboliser un engagement, un pacte, on brisait une poterie, on brisait un anneau, et chaque partenaire avait sa moitié de poterie, sa moitié d'anneau, etc. Et il avait là la preuve de l'accord conclu. Chaque pièce ajustée l'une à l'autre pouvait témoigner de cet accord à tout instant. Donc c'est ça cette dimension d'alliance, cette dimension symbolique. Donc vous le voyez bien, de ce point de vue-là, et je pense qu'on a un peu avancé par rapport à ce que je disais au tout début, le don ne se réduit pas à la manifestation d'une aimable sociabilité. Le don n'est pas avant tout une manifestation d'altruisme. Il n'est pas une cession intéressée ou désintéressée de quelque chose que l'on possède. Non, il est une procédure ritualisée qui consiste à honorer l'autre. L'autre comme individu ou l'autre en tant que membre d'un groupe. Et ce moment de la reconnaissance, il est absolument fondamental, car une fois que l'on fait ce pari de la reconnaissance, on peut faire le pari de la confiance. Et lorsque l'on fait le pari toujours risqué de la confiance, on va pouvoir, par là même, engager des relations durables. Bref, pour être, et c'était ça la question, qu'est-ce qui fait qu'un sujet est un sujet humain? Pour être, ça veut dire quoi?
ça veut dire être quelque chose plutôt que rien. Être, ça veut dire que sa vie doit pouvoir avoir un sens. Être, ça veut dire, en définitive, être reconnu. Eh bien, pour être, il faut entrer dans le cycle du don. Si on ne tisse pas ces liens de confiance, si on ne tisse pas ces liens de reconnaissance mutuelle, alors le rapport aux autres, mais également le rapport à soi-même, devient problématique, devient profondément invivable, avec ce risque toujours présent de basculer dans la méfiance, de basculer dans la défiance. C'est en ce sens, pour reprendre une question que j'avais soulevée, le don, il est intéressé ou il est désintéressé? Eh bien les deux. Dans cette perspective, le don, il suppose tout autant un intérêt pour soi qu'un intérêt pour autrui. Pourquoi? Parce que les deux sont absolument indissociables. Quand on donne, et si vous m'avez bien compris, quand on donne de la reconnaissance, on sollicite aussi la reconnaissance de la personne à qui l'on donne. Quand on donne, on dit tout autant « je t'apprécie », je reconnais ta valeur, on fait donc une offre de reconnaissance, et en même temps, on affirme « je suis appréciable », ou du moins, on manifeste une demande de reconnaissance. Donc, le don, il a bien sûr une dimension égotiste. Il a une dimension, je ne dirais pas narcissique, mais qui renvoie à soi. Parce que pour être soi-même, on a besoin des autres. On a besoin de la reconnaissance de l'autre. Être reconnu comme un sujet humain, c'est avant tout être reconnu comme un donateur. C'est une idée fondamentale pour moi. Donc, il y a une dimension égotiste du don, mais en même temps, ce rapport à soi, ce rapport positif à soi, c'est le don qui le rend possible. Et donc, le rapport positif à soi, il s'opère par ce détour, pourrait-on dire, qui est le rapport avec autrui. On peut de temps en temps se faire des cadeaux, on se fait plaisir, en se disant oh, « je l'ai bien mérité », etc. etc. Bon. Mais en même temps, le cadeau qui provoque le plus grand plaisir, c'est justement le cadeau qui vient de l'autre et qui manifeste une reconnaissance de la personne que l'on est, etc., qui manifeste la volonté de se lier avec l'autre. Et donc, si on réfléchit en ces termes-là, on le voit bien, le don nous oblige, je ne développe pas davantage ce point-là, mais de dépasser cette opposition un peu stérile entre l'égoïsme et l'altruisme, entre l'intérêt et le désintéressement. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, voilà, on peut vanter d'un côté toutes les valeurs, vous l'avez évoqué, du profit, de l'efficience, etc. Et en même temps, on nous demande, d'un point de vue un peu schizophrénique, le plus pur altruisme, le don le plus désintéressé, une sorte de grand écart. Alors que dans la vie réelle, les choses sont beaucoup plus simples d'un certain point de vue, parce qu'elles sont beaucoup plus mêlées. Il y a un autre aspect que je juge très important dans le don, c'est qu'il nous permet également de surmonter une autre opposition trop tranchée, l'opposition entre la liberté et l'obligation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que, bien sûr, un don qui serait strictement obligé, eh bien, on aurait le sentiment qu'il n'est plus un don. C'est le jour de l'anniversaire de votre père, de votre fille, de votre compagne, de votre compagnon, et vous lui lancez un cadeau à la figure en disant « j'ai pas le choix, c'est ton anniversaire, je te fais un cadeau ». Évidemment, le don ne peut pas être complètement obligé. Ou s'il devenait obligé, strictement obligé, ça deviendrait quelque chose de très très rituel, dans lequel ne s'engagent pas ces dimensions fondamentales du don, c'est-à-dire l'émotion, le sentiment, l'empathie, etc. etc. Donc, le don ne peut pas être strictement obligatoire, mais en même temps, Mauss nous dit, il y a bien une obligation de donner. Il y a bien une obligation de donner. Alors, comment penser dans le don cette articulation entre, d'un côté, la spontanéité, avec une image un peu de grâce, si vous voulez, et puis cette dimension d'obligation. L'exemple des fondations est intéressant. Dans les pays anglo-saxons, un ancien élève se sent obligé de donner à l'institution qu'il a formée, etc., etc. Il n'y est pas contraint, il n'y a pas d'obligation formelle, sanctionnée, etc., mais il y a ce sentiment d'obligation. Et beaucoup de nos dons participent d'une logique d'obligation. Mais ce n'est pas une obligation au sens traditionnel de ce terme. Il faut ici rentrer dans un autre paradoxe du don. Le paradoxe du don, c'est qu'il est indissociablement libre et obligé. Il est obligé aussi parce qu'il obéit à des règles sociales. On ne donne pas n'importe quand, à n'importe qui, n'importe quoi. On peut donner l'exemple des cadeaux d'affaires. Les cadeaux d'affaires,
qui sont un peu proscrits sous les menaces de corruption, etc., qui sont des cadeaux en partie très très intéressés, hein, ils ne le sont pas simplement dans la mesure où dès que l'on rentre dans l'alchimie du don, on ne donne pas n'importe quoi à n'importe qui, on ne donne pas un trop petit don, on ne donne pas un trop grand don, etc. Donc il y a des contraintes propres au don. Hein, le don, ce n'est pas simplement une sorte de générosité où on va lancer des billets de banque par la fenêtre. Hein, il y a une dimension de contrainte qui est très très importante. Elle est claire lorsque se manifeste le refus de donner ou le refus de recevoir aussi. Pire des humiliations, vous faites un cadeau, il vous est refusé. Hein, donc il y avait aussi une obligation de recevoir. Et puis cette question qu'on a évoquée, mais rapidement, l'obligation de rendre. Mais en même temps qu'il est contraint, le don, c'est parce qu'il est libre qu'il prend toute sa valeur. Hein, si on était totalement, je l'ai dit, contraint de donner, mais aussi de recevoir, mais aussi de rendre, eh bien, nous ne pourrions signifier que c'est volontairement que nous acceptons de nous lier, que nous acceptons de nous reconnaître mutuellement. On peut exprimer cela sous une formule paradoxale, mais je pense qu'elle est à creuser. Dans le don, c'est la spontanéité qui est obligatoire. Ou dans le don, c'est la liberté qui est obligée. Ou dans le don, c'est l'obligation qui est libre. Développons un petit peu ce point-là. Ce qu'il faut bien comprendre dans la singularité des relations de don, c'est qu'il y a avant tout une profonde incertitude. Dans le don, il y a du risque. D'accord ? C'est-à-dire que le retour n'est jamais assuré. Il y a donc de l'attente. L'échange est toujours différé. Et en même temps, il y a toujours de la surprise. On ne sait pas ce qui va être rendu. La même chose, une chose différente, etc. Donc, l'éther dans lequel baigne le don, c'est un éther d'incertitude. On est très loin de la certitude du calcul rationnel. On est très loin de l'application mécanique de règles. Dans le don, il y a quelque chose qui vient en plus. Il y a quelque chose qui sort des règles. Il y a quelque chose, et c'est ça qui rend le don si excitant, qui défie l'équivalence. On n'est pas dans le donnant-donnant du marché. On n'est pas dans la loi est la même pour tous. Donc dans le don, il peut y avoir toutes les formes de favoritisme, toutes les dimensions d'affinité élective. De ce point de vue-là, le don n'est pas juste. Ce n'est pas son problème. Ce n'est pas simple à reconnaître, mais c'est essentiel au don. C'est essentiel à la vitalité du don, et ça permet de comprendre également sa fragilité. On pourrait dire les choses ainsi. Le don, c'est le déséquilibre permanent. L'échange, c'est la quête immédiate de l'équilibre. D'accord ? On s'endette, on veut immédiatement quitter sa dette, et là, on est libre. Non, le don, c'est le déséquilibre permanent. Celui qui donne à l'autre l'endette. Et dans le don, autre élément que je vais essayer de creuser un peu, dans le don, on n'est jamais quitte. Dans le don, les comptes, ils sont jamais ronds. Ça, c'est terrible. C'est pour ça que les avares, ils n'aiment pas les cadeaux. D'accord ? Bon. Mais c'est ça qui fait toute la valeur des relations de don. Avec le don, on n'en a jamais fini. Pensez aux relations avec vos proches. Et tant mieux. Car justement, le don noue des relations durables. Vous allez me dire, c'est bizarre. Le don, il nous endette, mais il n'y a rien de plus terrible que la dette. Si on est endetté, on n'est pas libre. Si on est endetté, on dépend de l'autre. Eh bien, lorsqu'on essaie d'étudier les choses d'une façon très très concrète, on fait des enquêtes, comme Jacques Godbout a pu le faire, sur les réseaux familiaux, les relations amicales, etc. Eh bien, on pourrait dire que dans une relation de don heureuse, réussie, chaque partenaire a justement le sentiment, souvent, d'avoir reçu davantage qu'il a donné. Mais les deux partenaires tiennent le même discours. Il m'a tant donné, elle m'a tant donné, dans une relation amoureuse, au sein d'une famille, ou également un militant bénévole, parce qu'il dit, voilà, les personnes que j'aide, ils m'ont tellement donné, ils m'ont tellement apporté. On est là dans une situation d'endettement qui est tout à fait particulière et que Jacques Godbout a suggéré d'appeler l'endettement positif. Nous, on pense que l'endettement, c'est mal, quand on est endetté, on n'est pas libre. Eh bien, justement, l'endettement peut, au contraire, être perçu d'une façon tout à fait positive. On se sent en dette, elle m'a tellement donné. Et en même temps, on ne ressent pas l'obligation d'acquitter cette dette, de liquider cette dette. Pourquoi ? Parce que si on liquidait cette dette, ça veut dire qu'on veut clôturer les comptes.
ça veut dire qu'on veut mettre fin à la relation. Or justement, ce sentiment d'endettement, qu'est-ce qu'il suscite dans une relation de don réussie? Non pas de solder les comptes, mais il suscite le désir de donner à son tour. C'est-à-dire, par ces dons, de pouvoir nourrir la relation. Comme on arrose une plante en quelque sorte. Toutes nos relations, nous les nourrissons de dons. Lorsqu'on arrête de donner, la relation, comme une plante qui ne serait pas arrosée, elle dépérit. Donc dans une relation de don réussie, on va dire, l'obligation de rendre devient en définitive désir de donner. De donner le mieux possible. On peut même se faire concurrence pour donner le mieux possible, pour donner le plus à l'autre, et en même temps donner à l'autre, c'est donner à la relation. On donne pour que l'autre donne à son tour, et ainsi de suite. Donc l'état d'endettement, il peut être valorisé. Parce que ce qui est valorisé d'abord, c'est justement la relation elle-même, ce que j'évoquais tout à l'heure, la relation pour elle-même. Et dans ce cadre-là, on ne craint pas la dépendance mutuelle. Au contraire, cette dépendance, c'est la relation elle-même, elle est valorisée. Car dans cette relation, la possibilité de donner et donc de recevoir est toujours ouverte. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans mes premières remarques. Lorsque, au contraire, on se met à faire les comptes, c'est le signe que ça va mal. C'est l'avocat, c'est le divorce. C'est les parents, c'est les enfants qui font des procès à leurs parents, etc. etc. Bon. Donc voilà ce point qui me paraît essentiel. Et on peut aller plus loin par rapport à cette question de la liberté. Le plaisir du don, c'est justement qu'il soit libre. Pour que le don il ait toute sa saveur, il faut que sa dimension d'obligation, qui est réelle, on l'a vu, soit le plus possible effacée. Et bien c'est justement ce que nous cessons de faire. Quand nous donnons, nous minimisons très souvent l'importance de ce don. Prenons l'exemple des cadeaux. Bon, c'est pas grand-chose, c'est une petite babiole, n'en sait rien. Nos formules de politesse également, elles ont le même sens. Au merci, nous répondons de rien. On trouve ça dans toutes les langues, di niente, de nada, etc. Et Marcel Mauss, dans l'essai sur le don, rappelle également dans le même sens comment, dans l'échange qui se déroule chez les Trobriandais, la fameuse Kula, on donne comme si ce n'était rien. Ou lorsqu'on donne, on montre une modestie exagérée, un peu théâtralisée. Alors c'est très étrange, encore une fois, encore une étrangeté du don. C'est très étrange, mais si vous avez commencé à comprendre la petite musique du don, vous verrez que ce n'est pas si étrange que ça. En niant l'importance du don, que fait le donateur? Eh bien, il diminue en fait l'obligation de rendre. Si ce n'est pas grand-chose, on n'est pas obligé de rendre. Non, ce n'est pas qu'on n'est pas obligé de rendre, c'est qu'on va rendre l'autre libre de donner à son tour et de donner ce qu'il souhaite à son tour. Homo donateur, il est un peu farceur. Il ne cherche pas, comme l'acteur rationnel, à réduire l'incertitude. Non, au contraire, il vise à accroître l'incertitude. Car accroître l'incertitude, c'est un moyen justement de réduire en permanence chez l'autre tout sentiment d'obligation. Et donc lorsqu'on signifie à l'autre que ce que l'on a donné a peu de valeur ou est bien peu de choses, eh bien on rend l'autre libre de donner à son tour. Ça veut dire que s'il donne en retour, ce n'est pas parce qu'il y est contraint. S'il y est contraint, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur de lien. S'il donne, ce n'est pas parce qu'il y est contraint, c'est parce qu'il est libre de donner. Et alors ce sera effectivement un vrai don. En ce sens, s'il y a de l'obligation dans le don, elle ne correspond pas à l'obéissance à une règle. Le propre du don, c'est pour ça qu'il est farceur, mais il nous montre toute la subtilité de nos relations, toute la délicatesse des relations humaines. Dans le don, on ne cesse de jouer avec les règles du don. On cesse de jouer avec cette règle de réciprocité, par exemple. Il y a une expression québécoise que j'aime beaucoup, que j'évoquais tout à l'heure. Vous avez reçu des amis, vous avez passé un bon moment, vous avez plutôt envie que cette amitié dure. Et le rituel québécois qu'un ami me racontait était celui-là. On accompagne ses invités sur le seuil de la porte, et la formule consacrée est celle-ci: ne comptez pas les tours, on n'est pas sorteux. Ou ne comptez pas les tours, on n'aime pas sortir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut absolument pas dire que l'on ne souhaite pas qu'il y ait une réciprocité d'être invité à son tour.
Mais justement, ne rentrez pas dans une logique comptable, ne comptez pas les tours. Nous, on n'aime pas sortir, tu parles, ils n'en ont qu'une envie. C'est justement d'être invités à leur tour. Mais simplement, il s'agit de faire en sorte de mettre en scène l'autre pour qu'il fasse une invitation qui soit une indication justement spontanée. Et non pas une obligation de convenance. Si vous invitez des amis qui vous réinvitent le lendemain, méfiez-vous, c'est-à-dire qu'ils veulent s'acquitter de la dette et puis qu'on ne se voit plus jamais. L'échange différé, c'est lui qui noue la relation, qui va rendre possible l'installation de la relation dans le temps. Et donc, s'il y a obligation, c'est au sens où, en donnant, on entre dans un cycle. On entre dans un cycle, en quelque sorte, et c'est une métaphore que j'avais employée, comme on entre dans une danse. Un cycle dans lequel on est pris. Et on peut revenir aussi à cette idée-là, le don, il est très très dangereux. Parce que lorsqu'on est pris dans cette danse du don, comment on s'en sort? Comment on arrête de donner? Vous avez des exemples assez frappants chez des bénévoles associatifs qui justement ont commencé à enclencher, on pourrait dire, la spirale du don. Ils ont commencé à donner, par exemple, dans les quartiers qui sont les miens à Paris, à s'intéresser à des jeunes enfants sans papier ou à descendre une tasse de thé à une personne SDF. Et puis, quelques semaines après, on en vient à vouloir adopter un jeune Afghan où on se rend compte que cette personne SDF commence à s'installer chez vous. On peut être pris complètement par le don. Parce que arrêter de donner, c'est terrible. Comment on peut savoir combien donner? On ne sait jamais véritablement combien donner. Jusqu'où donner? On ne sait jamais véritablement jusqu'où donner. Donc on est bien dans un modèle tout différent de l'échange marchand de ce point de vue-là. Et lorsqu'on arrête de donner, c'est comme dans une relation amoureuse. Lorsqu'on arrête, c'est parce que tu m'as jamais aimé, d'un certain point de vue. C'est-à-dire qu'on fait retour sur l'ensemble de la relation, et c'est l'ensemble de la relation qui, de ce point de vue-là, devient problématique. Donc, voilà, ce jeu avec les règles que j'évoquais tout à l'heure, il est absolument fondamental. Il montre qu'il n'y a pas de principe moral, si vous voulez, applicable d'une façon systématique aux relations de don. Justement parce que toute règle trop rigide, c'est ce qui conduit à obliger l'autre indépendamment de ses sentiments. C'est obliger l'autre indépendamment du lien qui existe entre nous. Car justement, dans le don, c'est pour ça que le don, il est fondamental, c'est un socle, c'est une matrice. Dans le don, ce qui est valorisé, vous l'avez compris, je l'ai dit et répété, c'est la relation, et c'est la relation pour elle-même. Et donc on voit bien qu'on a une forme de relation ici qui n'a rien à voir avec cette forme de relation qui tente en partie à se généraliser, celle du lien marchand. La liberté dans le lien marchand, elle consiste à être quitte, c'est-à-dire à être libéré de toute obligation, à être libéré, je vous l'ai dit, de toute dette. Comme le prisonnier qui dit, voilà, j'ai payé ma dette à la société, maintenant je suis libre. Dans le don, la liberté, elle est tout autre. La liberté, c'est une entreprise collective, en quelque sorte. On est libre par et grâce aux autres. C'est le collectif, c'est l'échange qui ouvre la porte de la liberté. Dans le don, la liberté, elle ne se réalise pas en liquidant la dette, elle ne réside pas dans la facilité pour l'acteur à sortir de la relation. Non, la liberté, elle est à l'intérieur de la relation. La liberté, on va le dire comme ça, elle consiste à rendre le lien plus libre. Et comment peut-on rendre le lien que nous nouons avec les autres plus libre? Eh bien, en multipliant tous ces petits rituels microscopiques qui visent à diminuer le poids de l'obligation au sein des relations. Donc, vous voyez bien, j'espère que vous m'avez suivi, combien dans la relation de don, il y a ce jeu constant entre la liberté, l'obligation, entre l'intérêt et le désintéressement. Je voudrais donner, pour le temps qui me reste, c'est-à-dire je vais prendre 5-10 minutes, un exemple dans le monde du travail. Un exemple qui pourrait essayer de vous, sinon de vous convaincre, d'écouter cette petite musique du don dans des lieux dans lesquels on peut considérer que le don n'aurait pas de place. C'est paradoxal d'essayer de lire en clé de don la relation salariale. Tous les bons manuels de gestion, qu'est-ce qu'ils vous expliquent? Que l'entreprise est un lieu de profit, de calcul utilitariste, de mise en œuvre de la théorie économique standard. Ce n'est pas au mot
donator qui est mis en scène dans les manuels de gestion, c'est Homo economicus. Mais ce paradoxe n'en est pas un si on y réfléchit bien. Pour une première raison, comme j'essaie de vous le montrer, le don, ce n'est pas l'altruisme. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis, deuxième raison, on le sait, vous le savez, surtout si vous êtes étudiant en gestion, que la théorie économique standard, elle ne reflète pas d'une façon parfaite, c'est le moins qu'on puisse dire, les pratiques concrètes des acteurs. Et que si le travail, l'efficacité même d'une firme repose sur la coopération, une capacité à coopérer, cette capacité à coopérer, elle ne se réduit pas à l'échange économique. C'est dans ce cadre-là qu'on peut essayer, je dirais très très vite, de réfléchir à la nature même de la relation salariale. On va me dire, la relation salariale, c'est un contrat consigné dans lequel il y a des contributions des deux côtés, une contrepartie du travail qui est le salaire, on peut voir les choses réciproquement. Mais le travail, l'emploi, comme le salaire, on ne peut pas les analyser d'une façon strictement économique. Et le don peut nous aider à comprendre les multiples facettes de la relation salariale. Des aspects bien sûr économiques, mais des aspects moraux, symboliques, juridiques, familiaux, voire religieux. Et pour cela, je voudrais caractériser la relation salariale dans un monde économique ou dans des mondes économiques que nous avons peut-être quittés. Et je prendrai les exemples des travaux de Norbert Alter dans un très beau livre dont je vous conseille la lecture qui s'appelle « Donner et prendre ». La coopération en entreprise, il vient d'être publié en poche, il a eu de multiples prix, etc. Il essaye d'appliquer la théorie du don pour rendre compte justement des relations de travail. Et qu'est-ce qu'il nous montre? Eh bien, à travers l'étude du fonctionnement d'entreprises publiques en matière de gestion de l'emploi, que la relation salariale, elle constitue une relation que l'on peut penser en termes de don. Pourquoi? Parce que l'échange ou la réciprocité dans l'échange, elle est toujours différée, elle est toujours sans délai précis. C'est-à-dire que l'échange entre les salariés et l'entreprise se déroule non pas sur un temps très bref, on est dans un certain passé, avant les grandes réformes des années 90. Et l'entreprise publique en question est une entreprise qui a connu de très très graves soucis en termes de relations humaines, et je pense que vous pourrez comprendre très vite à qui je fais référence. L'échange entre les salariés et l'entreprise se déroule sur la totalité d'une carrière, environ 40 ans. Elle s'opère comment? Bien par un investissement très fort que représentent souvent dans ces grandes entreprises, ça pourrait être des banques aussi, les grandes banques publiques, le déracinement en début de carrière. Mais ce déracinement en début de carrière, il est en quelque sorte récupéré lors du fameux retour au pays, une vingtaine d'années plus tard. Mais ici, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas d'obligation très précise en la matière. Le salarié ne sait jamais à quel moment il va tirer parti de son investissement dans le travail. Ça veut dire également que l'investissement, il n'est pas conçu comme tel. Le salarié s'inscrit dans des coutumes, dans le cours des choses, qui sait par nature être porteur de biens. Comme s'il y avait une sorte de contrat implicite qui lie l'employeur et son salarié, avec cette idée que les salariés donnent leur contribution active au fonctionnement de l'entreprise, de l'atelier, etc., pour que les directions soient ensuite amenés à donner à leur tour, au moment lorsqu'on approche en partie de la fin de carrière, de leur donner l'autonomie. Donc on a bien une forme d'échange qui n'est pas un échange strictement économique, c'est différé, c'est un temps long, il n'y a pas de délai précis. Deuxième élément très intéressant, la valeur des services échangés. Elle ne définit d'aucune façon la nature de la relation. Il y a bien de l'échange. Oui, il y a de l'échange, bien sûr. Mais cet échange, il n'obéit à aucune contrainte contractuelle en termes de délai. Le fait de donner, de consacrer les 10 premières années de sa vie active à des tâches plutôt ingrates, dans une situation de déracinement, etc., oblige l'autre, les représentants de l'entreprise, la direction, la hiérarchie, à donner à leur tour. Mais ce qui importe dans ce type de relation, c'est bien plus de savoir que l'on peut compter sur l'autre. Parce qu'on l'a obligé, en lui donnant quelque chose, que le fait de connaître le moment du retour. On ne le connaît jamais précisément. Donc on pourrait dire que ici, si on pense en termes de dons, les acteurs, ils investissent une relation plutôt qu'ils investissent dans une relation. Ce n'est pas un investissement en ce sens économique-là. On n'échange pas, comme sur un marché, un statut avantageux contre un salaire plus élevé, la sécurité de l'emploi contre l'adaptation au changement ou que sais-je. Non, il n'y a pas de relation d'équivalence.
Troisième caractéristique, je vais en terminer rapidement, ceci n'empêche d'aucune façon la manifestation de l'intérêt. Oui, il y a de l'intérêt. Mais cet intérêt est peut-être et avant tout un intérêt en termes de rang social. On dirait un intérêt symbolique, comme vous l'évoquiez. Toutes les dimensions symboliques qui traduisent le rang des salariés, elles sont très nombreuses, apparemment insignifiantes, anecdotiques. Elles ne le sont pas du tout. Il faut les penser en termes de reconnaissance. La taille des bureaux, la nature des bureaux, la possibilité d'utiliser un véhicule de service, je sais pas, une délégation de signature, le port du costume ou du tailleur, le droit de tutoyer la hiérarchie, le droit de représenter l'entreprise à l'extérieur, etc. Voilà. On peut en donner de multiples exemples. Il montre bien toute l'importance de ces marques de reconnaissance qui sont au cœur de ces échanges. Et donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire qu'il y a aussi une capacité gestionnaire. Est-ce qu'on a fait l'apprentissage ou non dans une institution comme la vôtre? Je ne le sais sûrement. Mais une capacité gestionnaire tout à fait singulière. Deux autres caractéristiques de cet échange salarial conçu du point de vue du don. Entre les salariés et l'employeur, la relation, elle ne procède pas du principe d'équivalence, donnant-donnant. Elle procède de ce registre de l'endettement mutuel que j'évoquais tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donner en retour ne permet pas de se dégager complètement de l'obligation qui est faite par le cadeau initial, pourrait-on dire. Si on prend l'exemple du provincial que j'évoquais tout à l'heure, qui a sacrifié 10 années de sa vie à réaliser des tâches ingrates, et cela dans des conditions relativement difficiles, il est bien récompensé par le retour au pays. Mais ce n'est pas pour autant ici qu'il considère qu'il a reçu son dû. J'ai donné l'entreprise, elle m'a rendu, mais non, je suis tranquille. Non, ce qui est frappant, c'est que justement, le système d'échange tel qu'il a fonctionné, il perdure. Et ces personnes-là, lorsqu'elles reviennent au pays, elles jouent un rôle qui permet d'administrer à leur tour ce même système. Ils deviennent les fameux anciens, ils assurent la pérennité de ces pratiques qui leur semblent tout à fait légitimes. Donc il y a bien une logique d'endettement qui pousse à donner encore. Et enfin, autre caractéristique, ce système d'échange, il est collectif. Ce n'est pas des individus qui négocient les uns avec les autres. Il obéit à des logiques qui ne peuvent pas être contrôlées par un individu. Autant du côté de la direction que du côté des salariés. On ne négocie pas personnellement son investissement. C'est une logique collective qui est à l'œuvre. Pourquoi j'ai évoqué ça? Je prends encore 3 minutes. Il me semble que j'ai déjà dépassé de 5. On pourrait dire que les réformes, ou certaines des réformes qui ont touché, ici je parle à la suite de Norbert Alter, le secteur public, ce qu'on a appelé la modernisation des entreprises, qui s'est encore plus emballée depuis quelque temps, mais à partir des années 90, consiste à basculer de ce modèle de l'échange-don, en quelque sorte, ou de l'échange social, appelons-le ainsi, au modèle de l'échange économique. On le voit si on reprend toutes ces caractéristiques que je ne vais pas détailler. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'aujourd'hui, la relation salariale devient une relation dans laquelle la réciprocité doit devenir immédiate et non plus différée? Il s'agit de payer chaque salarié de manière équitable, vieux terme de Taylor, avec chaque poste de travail se voit attribuer une valeur précise qui représente ce qui est dû aux salariés. Et les règles d'ancienneté ne sont plus de mise. L'idée d'endettement n'a plus aucun sens, à tel point que le salarié ne sait plus s'il pourra un jour retourner au pays, pas plus que l'employeur, et c'était ça les deux aspects, ne peut compter sur la bonne volonté des jeunes recrutés à accepter les tâches ingrates. Deuxième caractéristique, la valeur des services échangés. C'est elle qui définit désormais la nature de la relation. C'est cette tendance systématique à la quantification. Il va falloir évaluer, quantifier chaque contribution, identifier sa valeur, la codifier sous forme de points. Le point renverra à la nature du travail, à l'esprit d'entreprise, à la capacité à se mobiliser pour de nouveaux objectifs, pour des projets, la volonté de se former, etc., etc. L'effort consenti pour communiquer de manière transparente. Je prends un peu des slogans en ce sens-là. Et voilà, on va additionner les points et on aura une contribution. Et à cette contribution correspondra une rétribution. C'est un modèle qui est très différent du modèle précédent que j'évoquais. Également, l'intérêt devient avant tout économique. Les rémunérations symboliques ou informelles sont très largement transformées, explique Norbert Alter, en valeur économique et réintégrées dans les salaires.
Et donc, on va négocier dardard l'utilisation du véhicule de service, du téléphone portable, de la formation professionnelle. Tout ça fait l'objet de savantes et étroites tractations pour définir le poste, pour définir la rémunération. Et les manifestations de rang social, les bureaux que j'évoquais tout à l'heure, etc., comme les avantages informels, font l'objet également d'infinies négociations. Également, et avant-dernière caractéristique, c'est bien le principe d'équivalence ici qui domine, et non plus le principe de l'endettement mutuel. Car toutes ces formes d'investissement des salariés sont strictement comptabilisées. Et ici, ces formes d'investissement, elles touchent quoi? Eh bien, elles touchent justement ce qui est évaluable. Ce qui veut dire que toutes les formes d'investissement spontanées sur lesquelles on pouvait compter dans la logique de l'endettement mutuel, donner pour que l'autre donne, eh bien, tous ces investissements spontanés, toutes ces petites initiatives qui prennent du temps, qui permettent de donner du sens et aussi de l'efficacité à une tâche, elles ne sont pas prises en considération. Et ce qui remonte très fortement, notamment dans le milieu de la santé que je connais bien, c'est toute cette importance du travail prescrit par rapport au travail réel, par rapport à l'ingéniosité un peu informelle du travail effectif. Et au bout du compte, les salariés ne donnent plus grand-chose. Au bout du compte, ils vont se cantonner, parce qu'on les y oblige, à réaliser leur travail, le travail pour lequel on les paye. Et cela, bien sûr, va susciter davantage de contrôle de la part des directions, et donc transformer de plus en plus les salariés en homo economicus ou en personnes utilitaristes. C'est un cercle vicieux assez intéressant. Et puis bon, pour évoquer également l'autre aspect, le dernier, le système d'échange, alors qu'il était collectif, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il a tendance à devenir, bien sûr, de plus en plus individuel. Individualisation des carrières, mérite, cette idée que chaque salarié a un capital, sa compétence, comme s'il était son bien propre, alors qu'il était produit collectivement, qu'il est transmis collectivement, etc. Et il va le négocier largement dans cette logique de contractualisation. Et on voit bien en quoi ce système de gestion-là, dans la mesure où il ouvre un peu un monde sans don, un monde du travail sans don, il accentue évidemment la concurrence entre les travailleurs, entre les salariés, et par là même, il peut-être atténue ou fragilise ceux qui avaient des relations plus coopératives. Voilà. J'ai terminé par un exemple un petit peu chagrin, qui est contestable, parce qu'on peut aussi observer des tendances tout à fait différentes dans le monde du travail. C'est un exemple tout à fait particulier, mais qui permet aussi de souligner toute l'importance microscopique et en fin de compte essentielle de cette plasticité des relations de don, sans laquelle je crois que même des entreprises privées, dans le but légitime qui est le leur, qui est celui du profit, ne saurait tenir. Voilà, pas de conclusion générale parce que j'ai été trop long et je vous remercie vraiment de votre attention. Alors, comme il y a une vraie mise en scène, j'appelle Arnaud, mais qui sont déjà là. Merci infiniment, Philippe Chagnal, de nous avoir si brillamment et si richement éclairé sur la notion de don. Merci d'avoir aussi bouleversé peut-être nos croyances habituelles, ces oppositions tranchées sur lesquelles nous fonctionnons souvent, altruisme, égoïsme, liberté, contrainte. Merci aussi de nous avoir montré que le don n'était pas simplement quelque chose de vertueux, mais pouvait se révéler extrêmement dangereux et être l'instrument d'une véritable domination. Et puis merci enfin pour avoir donné cet exemple qui nous touche, puisqu'il concerne le monde du travail, il concerne le management, en nous montrant peut-être les risques que nous encourons tous à laisser l'hégémonie du donnant-donnant, de l'équivalence s'imposer à nous tous. Merci encore pour cet éclairage brillant. L'heure est aux questions, l'heure est à l'échange et à l'approfondissement de cette conférence par vos propres questions et l'échange qui s'en suivra. Voilà, je vous invite à... Voilà, merci. Pas bien. Non, pas bien. Le micro ne marche pas. Non, ça ne marche pas non plus. Mais on peut vous entendre, je pense. On va prêter l'oreille. Bonjour, je suis Céline Delbucchia, professeure en marketing au Audencia. En marketing, on s'intéresse au sens du don. En particulier, pourquoi les gens donnent, pourquoi les gens donnent des objets, pourquoi les gens donnent de l'argent. Vous avez, au début de votre justement présentation,
signifier que la charité et le don sont deux choses différentes. Et je comprends très largement que le don ne se réduit pas à la charité, mais inversement, je voulais vous poser la question, selon votre analyse, est-ce que la charité peut être considérée comme une forme de don et en quoi est-ce ou est-ce que ce serait autre chose que du don? C'était la question que je souhaitais vous poser et surtout vous remercier pour grande richesse de cette présentation. Je vous remercie. Je réponds peut-être question après question ou... Non, vous avez parfaitement posé la question. Pour être sérieux, il faudrait pouvoir préciser les dynamiques historiques du don. C'est-à-dire que le modèle qui est le mien, c'est celui que Marcel Maull livre lorsqu'il étudie d'abord des sociétés traditionnelles. Mais le don a une histoire, et cette histoire, elle passe par le christianisme. Et donc, il faut essayer de comprendre les métamorphoses du don telles que l'on peut les interpréter dans le cadre du geste charitable. Et d'une façon trop rapide, mais on pourrait dire que le christianisme, dès l'origine, à travers la notion de grâce notamment, a opéré un mouvement complexe, à la fois d'universalisation du don. Dans les sociétés traditionnelles, on donne à ses proches, d'accord, ou alors, dans des cas exceptionnels, justement à des inconnus, pour éviter la guerre en quelque sorte. Et c'est vraiment un don qui est confiné en quelque sorte auprès de ses proches. L'injonction chrétienne, c'est de donner à tous. C'est Saint François d'Assise qui donne à tout le monde, il donne aux riches comme aux pauvres, il donne aux gens honnêtes comme il donne aux voleurs, et il se dépouille de tout sur la place d'Assise. Il est nu. D'accord ? Donc il y a l'idée d'universalisation du don et à la fois de radicalisation du don. Et en même temps, l'autre élément, c'est un élément d'intériorisation du don qui devient avant tout justement le don moral. Donc la charité, elle est fille du don. Elle est une manifestation historique du don. Elle ne résume pas le don, elle a une forme particulière, mais elle en est effectivement une radicalisation qui, on pourrait dire que par rapport au pôle donner, recevoir, rendre, elle met l'accent sur le second pôle. On donne pour que l'autre reçoive. D'accord ? On ne donne pas pour que l'autre donne, principalement, même s'il y a toute une exégèse passionnante là-dessus, on ne donne pas pour que l'autre rende. Non, au contraire, d'un certain point de vue. On donne avant tout pour que l'autre reçoive. Donc, le don chrétien, il établit une certaine asymétrie qui peut ne pas rendre possible ce qui est au principe même du dynamisme du don, qui est la réversibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous donne, vous êtes endetté, mais demain, vous allez donner à votre tour. D'accord ? Donc, cette dette, elle va circuler. Il faut que la dette, elle circule. Et par rapport au modèle de la charité, effectivement, il y a une asymétrie. C'est les nantis qui donnent. Ce sont les plus riches qui donnent. Et que peut faire celui qui mendie ? Il dira « Dieu vous le rendra ». Ce n'est pas lui qui rend. Il est le médiateur. Et vous avez toute une symbolique chrétienne très très importante. Ce n'est pas un hasard si les pauvres atteindront le paradis sans problème, alors que pour les riches, il faudra qu'ils passent par le petit trou de l'aiguille. Vous connaissez tout ça. Donc effectivement, on met toujours en scène des mécanismes de réciprocité. S'il n'y a pas de mécanisme de réciprocité, c'est la domination ou la mort. Donc on le met en scène, Dieu vous le rendra, ou c'est l'action de grâce, si vous voulez. Mais malgré tout, il y a une profonde asymétrie. Donc la différence, elle est là. Mais ce qui est passionnant dans l'exemple que j'ai pris d'Emmaüs et de l'abbé Pierre, c'est que c'est un chrétien qui nous explique que le sens du don, ce n'est pas la bienfaisance, ce n'est pas fondamentalement la bienfaisance, ce n'est pas avant tout la bienfaisance. C'est vraiment donner pour que l'autre donne. C'est ce qu'il a fait. Voilà, je vous répondrai comme ça, mais ça mériterait d'autres éléments. Oui. Bonsoir. Alors moi j'ai une question qui est plus par rapport à un vécu personnel. Moi j'ai l'impression que finalement il y a le chez-soi, il y a la famille, les amis. Et là c'est vraiment le cadre dans lequel on peut avoir une attitude où c'est l'appât du don, pour employer votre formule. Et après il y a l'extérieur, et l'extérieur ça commence quand on ferme la porte de la maison. Et en particulier le monde professionnel, mais pas que, il y a aussi quand on fait ses courses, faire la queue, quand on conduit. Et là, c'est plus du tout le don, et c'est l'appât du gain. Et donc, celui finalement qui veut, parce qu'il y croit, et c'est une attitude fondamentale, continuer cette logique du don en dehors de la maison, finalement, c'est quelqu'un d'inadapté. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez.
Je pense que vous avez raison de le dire de cette façon assez dure, assez terrible. En même temps, si vous m'avez écouté, vous avez sûrement compris que j'identifie pas le don au plus pur altruisme. C'était le sens de la question qui a été posée. On ne peut pas être solidaire tout seul. On ne peut pas être solitaire au milieu d'une bande de resquilleurs patentés. J'ai déjà eu l'expérience. L'expérience, quand on est solidaire tout seul, on se retourne et puis il n'y a personne. Ça veut dire qu'on s'est fait avoir, tout simplement. Ça veut dire qu'on s'est fait exploiter, que sa confiance a été trahie, etc. etc. Donc, il ne faut pas partir d'une conception trop hyperbolique, trop sublime du don, parce que dès qu'on sort de la maison, d'abord le don sublime à la maison. Les relations familiales, c'est quand même compliqué. Hein. Mais dès qu'on sort de la maison, effectivement, on ne le trouve plus. On a l'impression qu'on est retourné dans une sorte d'état de nature, en quelque sorte. Par contre, si on est plus attentif aux ambivalences, aux tensions du don, on peut apprendre à le voir là où on ne croit pas qu'il puisse être. C'est ça qui me paraît important. Et dans le monde du travail, on ne peut pas en rester, me semble-t-il, à cette idée que les personnes qui travaillent ne visent qu'une chose, la maximisation de leur utilité individuelle, que les employeurs aussi ne visent que cela, etc. etc. Les salariés, ils donnent énormément à leur entreprise. D'accord ? Ça, il faut essayer de le saisir. Mais donner à une entreprise, ça veut dire quoi ? Ça veut dire donner aussi aux collègues, donner au groupe, donner au collectif, donner au projet, donner au métier. C'est quoi l'attachement au métier ? Alors, le discours que vous avez, je ne vais pas le mettre, l'assigner à un point de vue générationnel, mais ça voudrait dire que ces termes-là, par exemple, n'ont plus beaucoup de sens. Je ne vous en tiens pas rigueur du tout. C'est ce qui me questionne d'un certain point de vue. L'attachement au métier, une vocation professionnelle, quel sens ça peut avoir ? Est-ce que tout ça a résolument disparu ? On peut se demander si on ne fait pas tout pour que ça disparaisse. On le voit dans des modes de management assez violents, qui passent de mode, heureusement, avec les effets désastreux qu'ils ont pu avoir. Mais si on essaye de comprendre le sens de l'engagement, et si on essaye quand même de se souvenir qu'on a besoin du sentiment d'exister où que l'on soit, pas simplement avec ses amoureuses, ses enfants, ses parents, etc. Et ce sentiment d'exister, il suppose de la reconnaissance, une exigence de reconnaissance, et cette exigence de reconnaissance, elle passe par le don. Mais ensuite, on peut comparer effectivement des espaces où le don est plus facile, c'est-à-dire des espaces de confiance. On donne lorsqu'on est dans un espace de confiance. Si on n'est pas dans un espace de confiance, on ne va pas donner. Or, justement, lorsqu'on reste dans la maison, lorsque la porte est fermée, c'est un espace relatif de confiance. Par contre, lorsque l'on sort, effectivement, cette confiance, elle n'est pas immédiate, il faut la construire. Il y a un travail de construction de la confiance. Mais lorsqu'elle est construite, elle permet de développer des attitudes coopératives qui, également, d'un point de vue économique, ont toutes les vertus. C'est ce paradoxe-là qui est intéressant d'un certain point de vue. Et vraiment, si on fait des travaux un peu approfondis, il y avait une très très belle enquête des années 50 d'un sociologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Alvin Goldner. Il avait essayé de décrire le passage d'une entreprise, je dirais, d'une façon, on dirait aujourd'hui paternaliste. Mais je trouve que derrière le terme paternaliste, on met des choses qui sont souvent assez dissemblables. Et puis l'arrivée du jeune ingénieur qui veut tout formaliser, qui met la pointeuse, etc. etc. Et le moment où le management, on ne disait pas comme ça à l'époque, se modifie, l'entreprise s'écroule, grève très très violente. Pourquoi ? Parce qu'il y avait justement un contrat implicite dans cette entreprise. Il y avait des formes d'indulgence qui voulaient dire quoi ? Les salariés considéraient que leur direction était indulgente dans la mesure où elle leur permettait de s'absenter pour prendre un rendez-vous important, médical, etc., pour sa femme, pour soi-même. Indulgente parce qu'elle permettait d'utiliser les outils de l'entreprise pour faire son jardin. Indulgente parce que lorsqu'on avait fait une faute ou il y a eu un problème, on avait toujours une deuxième chance. On pourrait multiplier les exemples. C'est-à-dire que l'entreprise, elle acceptait de sortir de la relation contractuelle donnant-donnant. C'est-à-dire qu'elle acceptait de donner des choses que les salariés, statutairement, contractuellement, ne méritaient pas. D'accord ? Et cette indulgence-là avait pour contrepartie, justement, un engagement fort des salariés, parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient compter sur, en cas de coup dur, etc., etc., etc. Et au moment où le jeune ingénieur arrive et qu'il essaye de mettre en œuvre les nouvelles techniques de management qu'il a pu apprendre, qu'est-ce qui se passe ? Il va susciter une grève très très difficile, c'est-à-dire que tous ces arrangements en quelque sorte, toute cette fluidité, toute cette souplesse qui établissait une certaine continuité entre la communauté de travail et la famille, par exemple. On est dans un milieu américain d'entreprises qui sont vraiment installées au sein de communautés, dès lors qu'il a établi une sorte de ligne de partage, de grands murs, séparant la vie ordinaire, la vie quotidienne de la vie de travail, l'entreprise s'est effondrée. Donc la part du don, c'est ça aussi.
Et je pense que, ou du moins j'espère qu'elle n'est pas totalement disparue. Mais la question que vous posez, on peut se la poser en tant que père. C'est mon cas. Est-ce qu'il faut apprendre à nos enfants les vertus du don, ou est-ce qu'il faut former nos enfants à être des terribles killers? C'est une vraie question. Oui, allez-y. Ne croyez-vous pas que le don qui a du sens est contraire à toute notion d'égalité et de solidarité? Alors, le don qui a du sens, il faudrait le définir. Vous pensez le don qui a du sens tel que moi je reconnais qu'il puisse avoir du sens? Ou le don qui a du sens selon vous? Tel que vous l'avez développé et que j'ai cru le comprendre. Il faut répondre aux deux éléments. Sur l'égalité, je pense que ce que j'ai dit qui vous a peut-être choqué, c'est que le problème du don, ce n'est pas d'être juste. C'est quelque chose qu'il faut pouvoir argumenter un peu plus loin. Mais un bout de réponse consisterait à dire que l'égalité dans le don, elle est liée à la réversibilité. C'est-à-dire l'égalité, c'est un peu chacun son tour. Le don, dans la mesure où il crée de la dette, il crée de l'inégalité. Mais cette inégalité, cette balance, elle pourrait être ensuite rééquilibrée par la possibilité de passer du statut de simple receveur au statut de donateur. D'accord ? Mais il n'y a pas d'égalité simultanée. Cette égalité, elle suppose justement le cycle du don. Et c'est lorsqu'on ne peut pas rendre à son tour, lorsqu'on ne peut pas donner à son tour, que là, effectivement, peut se cristalliser une inégalité forte, une inégalité durable. Celui qui ne fait que recevoir et qui ne peut jamais donner. Celui qui ne peut jamais donner, il ne peut jamais s'élever. Donc il est écrasé, rabaissé par le don. Mais le don, dans sa logique propre, n'est pas contraire à l'égalité, il vise à l'égalité. Au contraire, il vise à l'égalité, mais par la réversibilité. D'accord ? Pas par la simultanéité. La différence du contrat, si vous voulez. Après, sur la solidarité, tout dépend comment vous l'appréhendez. Le don, il a un côté particulariste, oui. Il repose sur des affinités, il repose sur des relations préalables. C'est son éther propre. Le modèle que j'ai pris, c'est vraiment le don primaire, le don dans les relations familiales, etc., etc. Donc il a un caractère exclusiviste, il n'est pas universaliste immédiatement. Mais il peut le devenir. Le christianisme a été une façon de penser une universalisation des relations de don. On peut considérer également, c'est mon cas, c'est des travaux que j'ai pu faire de mon côté, en quoi la République, des institutions républicaines, des formes de protection sociale telles que celles que nous avons pu connaître, que nous sommes peut-être en train de perdre, reposent justement sur une logique qui est une logique du don. Si on réfléchit bien à cela, le débat initié par le ministre des Affaires européennes est intéressant de ce point de vue-là, même s'il est un peu calamitaire, c'est de poser la question des contreparties. C'est-à-dire une sorte de serpent de mer de cette histoire de protection sociale, mais depuis toujours. C'était la question de savoir, est-ce que l'on peut donner sans contrepartie ? Et qu'est-ce que ça veut dire donner aux pauvres ? J'ai évoqué tout à l'heure la question de la mendicité. Dans la mendicité, on symbolise une forme de réciprocité. Dieu vous le rendra, l'action de grâce. Au moment, sous la Révolution française, lorsque l'on met en place avec le comité de mendicité des premières formes d'aide aux plus pauvres, on met en œuvre notamment l'aide en travaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, ce n'est pas la proposition récente, ça veut dire que celui qui peut travailler, qui ne peut pas travailler, eh bien, l'aide qu'il méritera, elle sera justifiée par une prestation en retour. Mais cette prestation en retour, ce n'est pas un calcul économique. Cette prestation en retour, pour les révolutionnaires, par exemple, ça voulait dire que, voilà, pour être pleinement citoyen dans une société d'égaux, il faut que chacun puisse contribuer au bien commun, que chacun puisse contribuer à l'intérêt général. Le pauvre, c'est celui qui ne le peut. Il ne peut contribuer, il ne peut donner. Et donc, lui assigner une tâche, et en général, toutes les formes de travaux forcés ont échoué, sauf peut-être le STO, donc c'est pour vous dire. Toutes ces formes-là reposent sur une exigence, on va dire, de conditionnalité, mais qui s'inscrit dans un système symbolique. Et sous la Révolution française, c'est vraiment l'exigence de citoyenneté. Et nos grandes lois sociales, les lois sur les assurances sociales, etc., elles reposent sur le modèle de la solidarité. Si vous lisez la conclusion de l'essai sur le don, quelles applications contemporaines il voit du don tel qu'il le décrit ? Il le voit dans le système des assurances sociales, il le voit dans les mutuelles. Il a été lui-même un militant des coopératives de consommation, il célèbre les lois, vous savez, les grandes lois de protection sociale en France, la retraite c'est 1910, et dans ces moments-là, et il pense effectivement qu'elles ont à voir directement avec l'esprit du don. Donc il n'y a pas de contradiction, mais simplement c'est un autre chemin pour aborder la question de l'égalité, c'est un autre chemin pour nouer des liens de solidarité. Mais il me semble plus fort qu'une solidarité bureaucratisée. C'est tout de même un don obligatoire. On n'est plus dans la notion, lorsque l'on veut faire, je dirais, rendre en adéquation le don
Et la solidarité, on voit bien que pour passer à la solidarité, il faut passer au don obligatoire. Ça a été alors qu'autrement, le don est beaucoup plus individuel. Bien sûr, vous avez tout à avec fait tous les raison. risques. Vous avez tout à fait raison. Ça a été un grand débat au moment du vote de la loi de 1910 sur les retraites, par exemple. C'est-à-dire, certains étaient favorables à des cotisations volontaires, d'autres à des cotisations obligatoires. Mais si on est un peu obsessionnel comme moi, on peut très bien considérer que la cotisation obligatoire, l'obligation, c'est justement ça qui rend libre. Il n'y a pas d'opposition entre l'obligation et la liberté. C'est l'obligation qui est source de liberté. Et c'est ça qui est passionnant dans le don. C'est ces deux termes, ils sont toujours en tension l'un avec l'autre. Comme l'assurance sociale, c'est quoi? Mais c'est un investissement, c'est tout. Moi, actuellement, je suis très bien portant, mais je mets des sous, et puis quand je serai bien malade, je récolterai en quelque sorte le bénéfice de mon placement fructueux. C'est comme la mendicité pour accéder au paradis. Oui, on peut le considérer comme ça, mais en même temps, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis bien portant, ou à peu près. Je cotise par solidarité avec des malportants. Et donc, ce qui m'unit avec d'autres, c'est justement la communauté des risques auxquels on a à faire face. Le risque de la maladie, on ne sait pas trop sur qui ça tombe, on le sait de plus en plus. Ça rajoute de la complication. Mais on a une sorte de communauté de destin face à un certain nombre de risques. Et face à cette communauté de destin, qu'est-ce qu'on fait? On mutualise. Donc dans la mutualisation, il y a de l'intérêt et du désintéressement. Il faut sacrifier son intérêt immédiat. Moi, je cotise là, mais je ne suis pas malade. Je préfère être touché quand je regarde ce que je mets sur ma fiche de paie, etc. Donc, il faut sacrifier son intérêt, peut-être pour le retrouver ultérieurement. Encore une fois, l'intérêt et le désintéressement sont mêlés. Mais on a tellement tendance à les opposer que, vous allez me dire, c'est un peu rhétorique. Vous pouvez le penser, mais je pense que c'est assez éclairant de le voir de cette façon-là. Et en même temps, en se disant que dans le don, toutes ces dimensions, elles s'ébrident, mais la liberté, elle est première par rapport à l'obligation. C'est l'obligation de spontanéité, comme je l'ai appelé. Et le désintéressement est premier par rapport à l'intérêt. Mais le désintéressement, la générosité, ça peut rapporter gros. Évidemment que ça peut rapporter gros. Mais pour cela, il faut faire le pari du don, qui est un pari risqué. Et il faut le faire sincèrement. Autre paradoxe, très intéressant. Pour que le don soit payant, il ne doit pas être fait en vue d'être payant. Mais il peut s'avérer très payant. Voilà, il nous reste le temps d'une dernière question. Allez-y, je vous en prie. À vous entendre, en fait, bonsoir, je me disais, est-ce que le don, la logique du don, ce ne serait pas la logique de la patate chaude, dans le sens où c'est lourd, enfin les dettes, vous disiez, c'est lourd à porter, on essaye tout le temps, en fait, d'essayer de la rendre, pas forcément tout de suite, enfin, on veut aussi entretenir le lien, etc., mais on court malgré tout toujours après une certaine liberté. C'est dur d'être attaché pieds et poings liés par effectivement quelque chose qu'on doit à l'autre. Moi, je travaille dans un secteur qui est associatif, qui est le médico-social. Et il y a une logique du don, je trouve, au niveau des administrateurs que je trouve phénoménale, que je ne comprenais pas, que je commence peut-être à comprendre suite à cette conférence, où les administrateurs, ils sont 28, ils sont à peu près là pendant 10 ans, il y a 2-3 renouvellements annuels. C'est quand même des postes en termes de présidence, président, vice-président, trésorier, etc., qui sont un investissement énorme en termes de temps, c'est des équivalents temps plein. Et en termes de compétences, on leur demande effectivement d'avoir des compétences énormes parce qu'ils gèrent quand même 90 millions d'euros sur le département, 1600 salariés en équivalent temps plein, 2500 personnes accueillies handicapées. Et je me disais, mais c'est la garantie quand même de de nos emplois, de l'accueil de ces personnes handicapées. Et je trouvais ça fou, quoi, en fait, qu'effectivement 28 personnes se donnent corps et âme, partent en formation, etc. En fait. Et je me dis, je crois que ça vient aussi expliquer leur don de soi, là, en termes de compétences. Je ne l'explique pas. Par contre, je comprends peut-être mieux le mien en termes de salariés de cette association, avec l'idée effectivement que le don, ça se respecte. Et qu'effectivement, ça nous fait partager des valeurs communes et qu'effectivement, on n'est pas indemne, on ne peut pas être indifférent, en fait, face à un don, quel qu'il soit, en fait. C'est effectivement au niveau
relationnelle, professionnelle, où ce sont effectivement des mêmes logiques, quoi. Même si dans certaines entreprises, c'est des logiques différentes. Mais, Non, je suis d'accord avec vous. L'image de la patate chaude, elle s'appliquerait davantage, a priori, à l'échange marchand, à l'échange économique, dans lequel, justement, il faut liquider la dette à tout prix, immédiatement, le plus vite possible. Dans le don, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. C'est qu'on se sent endetté, mais on se sent bien, parce que cette dette, c'est la relation. oui. Et donc, elles vont nous inciter à donner encore pour pouvoir renforcer cette relation, mais on peut la briser. On n'est pas obligé de rester dans une même relation toute sa vie, etc. On peut la briser pour différentes raisons. Et en même temps, la patate chaude, l'image est intéressante. On prenait une métaphore de football, c'est-à-dire que vous jouez au foot, on vous donne le ballon. C'est un cadeau empoisonné, parce qu'une fois qu'on a reçu le ballon, il faut être à la hauteur. Donc il y a une dimension de défi dans le don aussi. Il y a une dimension de défi. C'est pas simplement les bons sentiments, etc. Mais pour susciter des sentiments ou des sentiments forts, cette dimension de défi, elle est importante aussi. On joue beaucoup avec le don. Voilà, il est temps d'aller vers la conclusion. Il y a certainement encore beaucoup d'autres questions, j'en suis persuadé, mais voilà, le temps nous est compté. Alors, si vous le permettez, en votre nom, permettez-moi de remercier à nouveau pour son brillant exposé, pour ses éclairages sur la notion de don qui nous a occupé une partie de la soirée. Philippe Chagnalle, je le remercie encore. Merci à vous tous. Et merci à tous ceux qui ont bien voulu organiser cette soirée. Merci. Bon, j'ai pas tenu les délais. Non, c'est bien, il fallait quand même que vous ayez...